Le jour de mon mariage, les parents de mon mari m'ont offert une BMW flambant neuve et ont dit que j'étais la fille qu'ils n'avaient jamais eue. Quelques minutes plus tard, mes propres parents m'ont prise à part et m'ont dit « Donne la voiture à ta sœur ou elle en a plus besoin que toi ». Je suis resté là, dans ma robe de mariée, abasourdi, jusqu'à ce que mon mari me prenne la main et que je prenne une décision qui les a laissés sans voix. J'ai gelé les comptes. Les rires et la musique se sont fondus en un doux bourdonnement alors que je me tenais là, dans ma robe de mariée, serrant toujours le bouquet qui sentait le lys et le sel marin. Le soleil de l'après-midi accrochait la garniture argentée de la BMW garée près de l'arche du jardin, un miroir parfait du ciel. Quelques instants plus tôt, les parents d'Ethan avaient glissé une petite boîte en velours dans mes mains. À l'intérieur se trouvait un porte-clés électronique, brillant comme une promesse. « Bienvenue dans la famille, ma chérie », avait dit sa mère, Hélène, les larmes aux yeux. « Tu es la fille que nous n'avons jamais eue. » J'ai failli pleurer sur le champ. Après des années à me sentir invisible, ces mots m'ont enveloppé comme la chaleur après un long hiver. Mais avant que je puisse la remercier, ma mère est apparue de nulle part, arborant ce genre de sourire qui signifiait un danger. Elle a glissé son bras dans le mien, sa voix enrobée de sucre et acérée. « Emma, ma chérie, ta sœur a vraiment besoin de cette voiture. Elle vient de commencer son travail en ville. Sois une gentille fille et donne-la lui. » Je suis resté figé, entendant encore les rires des invités derrière moi. Mon père a hoché la tête à quelques mètres de là, comme pour sceller le verdict. Elle la mérite plus que toi. À ce moment-là, l'air a quitté mes poumons. Je sentais la soie de ma robe se resserrer contre mes côtes, mes paumes moites. J'avais passé 10 ans à leur dire oui, mais là, debout devant tout le monde, j'ai décidé que cette fois, je dirais non. Ethan était encore de l'autre côté de la terrasse, parlant à ses cousins, ignorant l'embuscade silencieuse qui se déroulait dans le coin. Ma mère s'est penchée plus près. « Ne fais pas de scène. Tu as toujours été généreuse. Considérez ça comme une aide à ta famille. » Son ton était doux, ses mots répétés. Cette phrase, « aider ta famille », avait été la laisse autour de mon cou pendant une décennie. Chaque emploi, chaque salaire, chaque nuit blanche. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé la voiture qui brillait au soleil, et quelque chose en moi a craqué. « Maman, dis-je doucement, essayant d'empêcher ma voix de trembler, c'est mon cadeau de mariage. » Elle a soupiré, comme si je la décevais. « Emma, la famille partage tout. Tu as toujours été la plus pragmatique. Tu ne conduis même pas tant que ça, n'est-ce pas? » Le trajet de Chloé est brutal. J'ai voulu rire, mais rien n'est sorti. Ma gorge me brûlait. Derrière elle, des invités posaient pour des photos, inconscients de la guerre menée à voix basse. J'ai aperçu la mère d'Ethan, discutant joyeusement avec mes demoiselles d'honneur, son visage illuminé de gentillesse. Le contraste m'a donné le vertige. Les doigts de ma mère se sont resserrés sur mon poignet. Ne gâche pas cette journée avec ton entêtement. Ce mot, entêtement, était la façon dont elle décrivait chaque moment où j'avais essayé de me défendre. J'avais été têtu quand je leur avais demandé de gérer leurs propres factures, têtu quand je leur avais dit que je ne pouvais pas couvrir les frais de scolarité de Chloé un semestre, têtu quand j'avais dit que je voulais économiser pour mon propre avenir. Dans leur langage, têtu signifiait égoïste. Égoïste signifiait libre. J'ai forcé un sourire, le même sourire étudié que j'avais porté à chaque dîner de famille et chaque séance de culpabilisation. On en reparlera plus tard, dis-je. Ses yeux se sont plissés. Tu ne refuses pas, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, Ethan est apparu à mes côtés. Sa main a effleuré mon épaule, me ramenant à la réalité. Tout va bien ici? Son ton était calme, mais ses yeux scrutaient les miens. J'ai dégluti difficilement, craignant que la vérité ne s'échappe et ne gâche tout. Juste des histoires de famille, murmurai-je. Sa mère nous a appelés vers la piste de danse, annonçant le premier toast. Ma mère a reculé, lissant sa robe comme si de rien n'était. Souviens-toi, Emma, a-t-elle chuchoté, ta sœur en a plus besoin que toi. Puis elle a souri vivement et s'est éloignée pour rejoindre mon père. Ethan s'est penché plus près. C'était quoi, ça? J'ai secoué la tête. Rien d'important. Mais le mensonge avait un goût amer, car au fond de moi, je savais que ce moment me hanterait. Ce n'était pas nouveau. C'était le même scénario que ma famille suivait depuis des années. Ils prenaient,
je donnais. Ils exigeaient, je me pliais. Mais pas aujourd'hui. Pas le jour où je m'étais promis un nouveau départ. Alors que nous marchions vers la table du gâteau, Ethan a glissé son bras autour de ma taille. Tu as l'air tendu, dit-il doucement. Je peux le voir quand quelque chose ne va pas. J'ai croisé son regard et essayé de sourire. Je vais bien, juste submergé. Il m'a embrassé la tempe. Tu n'as plus à tout gérer seul maintenant, tu le sais, n'est-ce pas? Ces mots ont failli me faire craquer, car aussi loin que je me souvienne, j'avais tout géré seul. Factures, dettes, appels de l'hôpital, frais de scolarité. La responsabilité était devenue mon identité. Mais maintenant, alors que la musique montait et que le photographe nous appelait pour poser, j'ai senti quelque chose d'inhabituel. Une lueur de rébellion, une petite voix intérieure qui chuchotait, « Tu ne leur dois pas ton bonheur ». Le reste de la soirée s'est déroulé en fragments. Des verres qui tintent, une brise venue de l'eau soulevant mon voile, ma sœur Chloé riant trop fort près du bar, exhibant les chaussures de créateur que je lui avais achetées à Noël dernier, mes parents prétendant être l'image de la grâce tout en complotant dans les coins. Chaque fois que je croisais leur regard, ils détournaient les yeux les premiers. Je pouvais sentir le souvenir de cette simple phrase résonner dans ma poitrine, « Elle le mérite plus que toi ». Il ne s'agissait pas seulement d'une voiture. Il s'agissait de chaque sacrifice que j'avais fait et qui était passé inaperçu, de chaque rêve reporté, de chaque limite franchie, de chaque once de dignité échangée contre leur approbation. Plus tard, alors que les invités dansaient sous les guirlandes lumineuses, je me suis éclipsé vers le sentier du jardin derrière le lieu de réception. L'air de la nuit était frais, calme, à l'exception du léger murmure de l'océan. J'ai fermé les yeux et essayé de respirer. 10 ans d'épuisement m'ont accablé d'un seul coup. Je pouvais encore me voir à 19 ans, assise à la table de notre cuisine, entourée de factures impayées, le plâtre de mon père reposant sur une chaise, ma mère se tordant les mains. « Tu vas devoir prendre le relais pendant un certain temps », avait-elle dit. « On te remboursera quand les choses iront mieux. » Les choses ne se sont jamais améliorées. Une voix m'a ramené au présent. « Te voilà. » Ethan est entré sur le sentier, sa cravate desserrée, son sourire doux. « Ta mère m'a accaparé tout à l'heure, dit-il. Elle voulait savoir si je serais d'accord pour partager la voiture, quoi que cela signifie. » Je l'ai regardée, stupéfaite. « Elle t'a demandé ça ?» Il a hoché la tête lentement. Je lui ai dit non. Puis je lui ai dit que la voiture est à toi, fin de la discussion. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. Le vent a fait bruisser l'ourlet de ma robe et j'ai réalisé que je tremblais. Pas de peur, mais de soulagement. « Tu ne devrais pas avoir à t'occuper d'eux, dis-je. » Il a haussé les épaules. « Peut-être pas, mais je ne laisserai personne te faire renoncer à ton propre bonheur par culpabilité. » Ses yeux ont scruté les miens. « Emma, tu n'as plus rien à leur donner. » Ces mots ont été comme une bouée de sauvetage. Je n'avais pas réalisé à quel point je retenais ma respiration jusqu'à ce moment-là. Quelque part en moi, une porte s'est ouverte. Une porte qui était verrouillée depuis mes 19 ans. J'ai pris sa main, l'alliance attrapant la lumière. « Tu n'as aucune idée depuis combien de temps j'attends d'entendre ça. » « Alors souviens-t'en, dit-il. Quoi qu'il dise ensuite, souviens-toi de ce moment. » J'ai hoché la tête, des larmes me piquant les yeux. Derrière nous, les rires et la musique ont repris de plus belle. Pour tous les autres, c'était une soirée de mariage parfaite. Pour moi, c'était le moment où tout a commencé à s'effilocher. Cette nuit-là, alors que nous nous éloignions du lieu de réception, j'ai regardé par la fenêtre la BMW glisser sur l'autoroute à côté de nous. Mon reflet me fixait en retour. Le maquillage bavé, le voile enlevé, les yeux clairs. Pour la première fois, je n'ai pas vu la fille qui réparait tout. J'ai vu une femme prête à tout recommencer. Je ne le savais pas encore, mais cette seule décision, de garder ce qui était à moi, allait changer tout ce qui a suivi. Le lendemain du mariage, je me suis réveillé avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux et le son des vagues frappant le rivage devant la fenêtre de notre hôtel. Pendant une seconde, j'ai tout oublié. Les rires, le gâteau, le regard d'Ethan sous ses guirlandes lumineuses. Mais ensuite, comme un murmure se faufilant à travers les fissures de mon esprit, j'ai de nouveau entendu sa voix. « Elle le mérite plus que toi. » Elle résonnait si clairement que j'ai cru que je rêvais encore. Je me suis tourné sur le côté,
regardant Ethan dormir paisiblement à côté de moi. Il semblait léger, intouché par la tempête qui s'était déroulée quelques heures plus tôt. Je l'enviais, car même pendant ma lune de miel, je ne pouvais m'empêcher de rejouer la scène. Le sourire froid de ma mère, le hochement de tête de mon père, l'expression suffisante de Chloé de l'autre côté de la pièce. Tout se fondait en une seule vérité, j'avais passé ma vie entière à être leur solution. 10 ans plus tôt, j'avais 19 ans et j'étais à mi-chemin de mon diplôme de comptabilité à l'université de Caroline du Sud. J'avais des projets, des stages, un petit appartement avec ma meilleure amie, un avenir normal. Puis, un soir, mon téléphone a sonné pendant un groupe d'études. C'était maman, la voix tremblante. Ton père a eu un accident. Tout ce qui a suivi a semblé se dérouler au ralenti. L'hôpital sentait l'antiseptique et le café brûlé. J'ai trouvé papa dans un lit d'hôpital, sa jambe dans une attelle, son visage pâle. Un effondrement sur un chantier de construction, ont-ils dit. Fémur cassé, 2 côtes fêlées, possible lésion nerveuse. Il a de la chance d'être en vie, nous a dit le médecin. Mais quand j'ai vu le regard vide de ma mère, j'ai réalisé que la chance était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. Les factures sont arrivées vite, plus vite que les approbations de l'assurance, plus vite que nos économies ne pouvaient s'étirer. Maman n'avait pas travaillé depuis plus de 20 ans. Elle était femme au foyer depuis qu'elle avait épousé papa à 19 ans. Je ne sais même pas par où commencer, a-t-elle chuchoté une nuit, entourée d'enveloppes qu'elle ne parvenait pas à ouvrir. Et d'un coup, j'ai décidé pour elle. J'ai quitté l'école en milieu de semestre, promettant que j'y retournerai, une fois que papa ira mieux. Mais les semaines sont devenues des mois, et le fossé entre qui j'étais et qui je devais être n'a cessé de se creuser. Mon premier emploi était dans un restaurant au bord de l'autoroute 17. Il payait le salaire minimum et les pourboires couvraient à peine l'essence, mais c'était quelque chose. Je travaillais de 17h à 2h du matin, dormais 4 heures et passais mes matinées à postuler pour tout ce qui disait « débutant ». Le jour où j'ai été embauché comme assistante de saisie de données dans une petite entreprise de logiciels à Charleston, maman a pleuré de soulagement. « Tu as toujours été doué avec les ordinateurs », a-t-elle dit. « C'est peut-être le plan de Dieu. » J'ai hoché la tête, même si cela ne ressemblait pas à une bénédiction. Cela ressemblait à un échange. Au début, ça ne me dérangeait pas. J'étais fier d'aider, fier de voir papa de retour de l'hôpital et marchant avec une canne. Je me disais que c'était temporaire. Mais le temporaire est devenu une attente plus vite que je ne l'ai remarqué. Chaque mois, de nouvelles factures arrivaient. « Tu es si doué avec l'argent », disait maman, en me tendant une autre enveloppe. « Tu peux gérer l'hypothèque mieux que moi. » Quand j'hésitais, elle ajoutait doucement, « Tu ne voudrais pas qu'on perde la maison, n'est-ce pas ?» Et c'était tout. La question n'était jamais une question. C'était un ordre enveloppé de culpabilité. Pendant ce temps, Chloé vivait sa meilleure vie d'étudiante à Atlanta. Elle allait dans une école privée, a rejoint une sororité, a voyagé pour les vacances de printemps et m'envoyait des textos qui commençaient par « Salut Serette, tu peux m'aider, juste cette fois ». Une fois, sont devenus des frais de scolarité, des coûts de livres, des paiements de loyer et, finalement, des factures de carte de crédit. Elle ne comprenait pas. Quand je lui ai rendu visite dans sa résidence universitaire un week-end, elle m'a présenté à ses amis comme « ma sœur qui travaille dans l'informatique ». Pas « celle qui nous maintient à flot », pas « la raison pour laquelle je peux être ici ». Juste la sœur ennuyeuse avec un emploi stable. J'avais l'habitude de penser que la distance entre nous était due à l'âge, mais avec le recul, c'était le droit acquis déguisé en innocence. Chloé ne voulait pas être cruelle, elle croyait simplement que le monde prendrait soin d'elle. Et dans notre famille, j'étais le monde. Après 2 ans dans l'entreprise, ma patronne a remarqué que j'étais doué avec les chiffres et la logique. « Tu es gaspillé dans la saisie de données », a-t-elle dit. « Je vais te transférer au développement. » La promotion s'accompagnait d'une augmentation de 30%. J'ai pleuré dans ma voiture après avoir signé les papiers. Pas de joie, mais d'épuisement. Je pensais que l'argent supplémentaire signifierait enfin la liberté. Au lieu de cela, cela signifiait plus de responsabilité. « Tu réussis si bien », a dit maman quand je lui ai annoncé. « Maintenant, tu peux aider un peu plus. » Un peu plus est devenu les services publics, la thérapie de papa, les médicaments de maman et l'appartement hors campus de Chloé. Chaque fois que je pensais avoir atteint la limite,
il trouvait un autre moyen de les tirer. J'ai commencé à sauter des repas pour rembourser les cartes de crédit que j'avais maximisées en les aidant. J'ai déménagé dans un studio aux murs fins comme du papier et à la peinture écaillée. Mes amis obtenaient leur diplôme, trouvaient un emploi, voyageaient. J'apprenais à réparer un robinet qui fuyait parce qu'appeler un plombier est éteint, luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Je continuais à me répéter, une fois que Chloé aura son diplôme, les choses changeront. Une fois qu'elle aura un emploi, elle aidera. Nous serons une équipe. Cet espoir m'a maintenu en vie pendant des années. Quand elle a finalement obtenu son diplôme en marketing, j'ai conduit 6 heures pour assister à la cérémonie. En la regardant traverser cette scène, j'ai ressenti quelque chose de proche de la fierté. Je pensais, nous avons réussi. Mais je ne savais pas que, nous, avait toujours signifié, moi. Le premier salaire de Chloé a servi à acheter un sac à main de créateur. Le deuxième a financé un week-end à Nashville. Le troisième était pour une nouvelle garde-robe. L'image est tout en marketing. Quand je lui ai demandé si elle comptait commencer à contribuer à la maison, elle a ri. Emma, je commence à peine. Tu es établie. Tu comprends. Je comprenais. Je comprenais que plus je devenais capable, moins il me voyait comme une famille et plus il me voyait comme une infrastructure. Le Noël suivant l'a prouvé. J'ai travaillé en double pour couvrir l'hypothèque et les cadeaux. Chloé est rentrée à la maison avec des ongles manucurés et un petit ami parfait pour Instagram. Maman était en admiration devant sa robe, ses cheveux, son énergie de carrière. Quand j'ai tendu à maman une enveloppe d'argent pour aider avec les dépenses, elle a souri poliment et a dit « Tu es si pragmatique, ma chérie. » Chloé a gloussé. C'est tout Emma, la personne fiable. La personne fiable. L'invisible. Celle dont il ne s'inquiétait jamais parce qu'elle ne se plaignait jamais. Cette nuit-là, je suis retourné à Charleston en silence. Les lumières de l'autoroute se sont transformées en traînées d'or à travers mes larmes. J'ai pensé à la vie que j'avais prévue, le diplôme, l'appartement, les voyages que je n'avais jamais faits, et j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière chose que j'avais faite uniquement pour moi. Chaque décision tournait autour du confort de quelqu'un d'autre. Chaque succès devenait une autre raison de continuer à me sacrifier. Un soir, alors que j'étais assise au milieu de factures impayées, le fil d'actualité des réseaux sociaux de Chloé est apparu. Elle souriait à Paris avec la légende « Je vis ma meilleure vie ». J'ai regardé la photo pendant longtemps. Cela ne m'a pas mise en colère. Cela m'a laissé vide. Parce qu'au fond de moi, je savais qu'elle n'était pas la méchante. Nous avions toutes les deux été façonnées par la même machine, celle qui récompensait la dépendance et punissait la force. Ils m'appelaient « la forte » parce que cela excusait leur faiblesse. J'ai regardé autour de mon appartement. L'ampoule vacillante, la pile de reçus, le plat emporté à moitié mangé sur le comptoir. J'ai chuchoté à voix haute, peut-être juste pour l'entendre, je ne suis pas forte. Je suis coincée. Pendant des années, j'ai cru que l'amour signifiait tout donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais assise là, sous le bourdonnement de cette lumière mourante, je me suis enfin posé la question que je n'avais jamais osé poser auparavant, quand est-ce que je pourrais vivre pour moi? Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé « Conférence Tech 2020 ». Ce n'était pas un grand projet, pas encore. Juste une étincelle. Une façon de me souvenir de qui j'étais avant de devenir leur soutien financier. Je ne le savais pas alors, mais cette simple recherche allait me mener à Savannah, à l'homme qui changerait tout, et à la première personne qui me regarderait et verrait plus que ce que je pouvais donner. La photo était accrochée dans le couloir de mes parents, juste au-dessus de la porte de la salle à manger. Un cadre doré avec la photo de remise de diplôme de Chloé. Elle était radieuse dans sa toge et son mortier bleu marine, tenant un bouquet de roses, souriant comme si elle venait de conquérir le monde. Chaque fois que je rendais visite, ma mère la montrait du doigt, comme si j'avais pu l'oublier. Nous sommes si fiers d'elle, disait-elle. Je hochais la tête, faisant semblant de ne pas remarquer qu'il n'y avait pas une seule photo de moi sur ce mur. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que Chloé avait son diplôme, sa carrière, son indépendance. Les choses seraient enfin différentes maintenant. Nous nous occuperions de maman et papa ensemble. C'était un fantasme réconfortant, auquel je me suis accroché même lorsque la réalité a commencé à se fissurer.
Quand Chloé a décroché son premier emploi dans une agence de marketing à Atlanta, elle m'a appelé tard dans la nuit, débordante d'enthousiasme. C'est petit, mais c'est un début, a-t-elle dit. Je vais enfin pouvoir aider à la maison. J'ai souri au téléphone. C'est super, Chloé. Je suis fier de toi. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que le poids pourrait enfin s'alléger. Je nous imaginais partageant les factures, peut-être même économisant assez pour emmener nos parents en voyage un jour. Mais au moment où son premier salaire est arrivé, cet espoir a commencé à s'effriter. 2 semaines plus tard, elle a posté une photo d'elle tenant un sac à main de créateur avec la légende « Premier gros achat, il faut avoir l'air à la hauteur ». J'ai double-cliqué sur la photo, mais mon estomac s'est noué. Quand je l'ai appelée pour la féliciter, elle a ri. Allons, M, les apparences comptent dans mon domaine. Tu ne comprends rien au marketing. J'ai laissé passer, me disant qu'elle méritait de célébrer. Elle avait été à l'école pendant des années. Mais ensuite, le deuxième salaire est arrivé, et elle l'a utilisé pour un voyage à Nashville avec ses amis. Le troisième a servi à redécorer son appartement. Au moment où j'ai réalisé qu'elle n'avait pas envoyé un centime à maman ou papa, l'hypothèque du mois était déjà sortie de mon compte. Encore une fois. J'ai essayé de lui en parler, gentiment. Chloé, peut-être qu'on peut mettre en place un système, ai-je dit au téléphone un dimanche. Juste pour que tout ne retombe pas sur moi. Elle a soupiré de manière dramatique. Emma, je viens de commencer ce travail. Je ne suis pas faite d'argent. Une fois que je serai installée, j'aiderai. Je te le promets. C'était le même ton que maman utilisait quand elle disait « on te remboursera ». Une promesse qui sonnait comme de la pitié mais signifiait un délai. J'ai raccroché, me sentant stupide d'avoir attendu autre chose. Ce Noël-là, j'ai enfin vu à quel point le favoritisme était profond. Je suis rentré à la maison après avoir travaillé de nuit, portant un sac rempli de petits cadeaux soigneusement choisis, des chaussettes chaudes pour papa, une nouvelle couverture pour maman, une paire de boucles d'oreilles que Chloé avait mentionnées des mois auparavant. Quand je suis entré, Chloé était déjà là, portant une robe scintillante qui coûtait probablement plus que mon loyer. Elle avait amené son petit ami, Ryan, un gars de la finance avec des dents parfaites et le genre de poignée de main qui vous donne l'impression d'être jugé. Maman ne pouvait s'empêcher de sourire. N'est-elle pas radieuse, dit-elle en lui versant un autre verre de vin. Papa riait aux blagues de Ryan pendant que j'étais assise tranquillement, aidant à servir la nourriture comme une paire de mains supplémentaires. Après le dîner, nous nous sommes réunis dans le salon pour les cadeaux. Le sapin de maman brillait de lumière blanche, celle qu'elle insistait être plus classe que les colorés. Chloé a distribué des cadeaux emballés dans du papier scintillant, tous de petites babioles mais magnifiquement présentés. Quand ce fut mon tour, j'ai donné à maman et papa une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque, suffisant pour couvrir le reste de l'hypothèque de ce mois-là. Oh, ma chérie, dit maman en souriant poliment. Tu es toujours si pragmatique. Chloé a gloussé. C'est notre Emma, fiable comme toujours. La pièce a ri doucement, comme si c'était un compliment. Mais quelque chose là-dedans m'a piqué. Fiable, ennuyeuse, prévisible. J'ai forcé un sourire et j'ai fixé les lumières scintillantes du sapin jusqu'à ce qu'elles deviennent floues. Plus tard dans la nuit, j'ai aperçu l'écran du téléphone de Chloé alors qu'elle prenait une photo de famille. La légende disait « Noël avec mes personnes préférées ». Quand elle l'a publié 1 heure plus tard, mon nom n'était pas tagué. Pendant une seconde, je me suis demandé si c'était un accident. Puis j'ai réalisé que non. Je n'étais pas ses personnes préférées. J'étais le bruit de fond. La sœur fiable qui faisait tourner les choses pendant que tout le monde vivait sa vie. Sur le chemin du retour vers Charleston, la neige a commencé à tomber. L'autoroute était presque déserte, le monde silencieux à l'exception des essuie-glaces qui grinçaient contre le pare-brise. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais dit oui quand je voulais dire non. Chaque facture que j'avais payée, chaque rêve que j'avais reporté. Je n'étais pas encore en colère, juste engourdi. Je me disais que l'amour exigeait des sacrifices, que les bonnes filles ne tenaient pas les comptes. Mais assise dans cette voiture, fixant l'étendue infinie de la route grise, j'ai commencé à me demander si l'amour n'était pas censé ressembler à une dette. Les mois suivants se sont estompés. Les appels de Chloé sont devenus plus courts, ses demandes plus désinvoltes. Peux-tu couvrir l'ordonnance de maman ce mois-ci ?
Je suis un peu juste après ce dîner client. Ou, je te rembourserai la kiné de papa au prochain salaire. Elle ne l'a jamais fait. Maman intervenait pour arranger les choses. Elle prend juste ses marques, tu sais comme c'est difficile de commencer. Pendant ce temps, chaque fois que j'hésitais, elle soupirait. Tu es si capable, Emma. Tu as toujours été douée avec l'argent. C'était le même refrain que j'entendais depuis mes 19 ans, et chaque fois qu'elle le disait, je me sentais rétrécir un peu plus. Un samedi après-midi, je suis passé chez mes parents à l'improviste. Chloé était à la maison pour le week-end, affalée sur le canapé avec un masque facial et son ordinateur portable ouvert sur des onglets de shopping en ligne. Maman préparait du thé. Chloé a eu une semaine si difficile, dit-elle en entrant. Son patron était si exigeant. J'ai regardé ma sœur, manucurée, radieuse, insouciante. On dirait qu'elle s'en sort bien, dis-je tranquillement. Chloé a souri avec suffisance. Ne sois pas jalouse, monsieur, tout le monde n'est pas fait pour le monde stressant de l'entreprise. C'était une blague, mais pas vraiment. Je me suis tourné vers maman, m'attendant à ce qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. Elle n'a rien dit. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert mon tableur budgétaire. Les chiffres ne mentaient pas. Au cours des 7 dernières années, j'avais contribué à plus de 200 000 $ aux dépenses de ma famille. Chloé n'avait rien contribué. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle était toujours l'enfant en or, celle dont il se vantait à l'église, celle qui ne pouvait faire aucun mal. Le point de rupture est survenu quelques mois plus tard. Chloé a appelé, sanglotant. Mes cartes de crédit sont au maximum et le loyer est dû. Peux-tu me transférer quelque chose, juste jusqu'à la paix? Mon instinct était d'aider. J'ai ouvert mon application bancaire, mais le solde m'a fait m'arrêter. Mon loyer était également dû. J'ai hésité. Pour la première fois depuis des années. Chloé, je ne peux pas, ai-je dit. Silence au bout du fil. Puis, froide comme la glace, elle a répondu, waouh, tu as changé. Je voulais dire, oui, c'est vrai. Mais à la place, j'ai raccroché. C'était la première fois que je choisissais de ne pas la sauver. Quelques jours plus tard, maman a appelé. Ta sœur est contrariée, a-t-elle dit. Elle dit que tu as refusé de l'aider quand elle était désespérée. J'ai fermé les yeux, serrant le téléphone. Je ne peux pas toujours tout réparer. Maman a soupiré. La famille est de la famille, Emma. Tu le sais. J'ai presque ri. Drôle, cette règle ne semble jamais s'appliquer à elle. Pour une fois, maman n'a pas eu de réponse. Juste un long silence qui m'a dit qu'elle avait entendu la vérité mais n'était pas prête à y faire face. Des semaines se sont écoulées sans que je parle à Chloé. Ma vie est tombée dans un rythme tranquille, travail, maison, sommeil. Puis un matin, j'ai ouvert mes emails et j'ai vu un message. Objet, sommet tech de Savannah, inscription confirmée. J'avais oublié que je m'étais inscrite. Pour une raison quelconque, le voir m'a serré la poitrine. Je ne savais pas ce que je cherchais. Une évasion, peut-être. Ou juste la preuve qu'il existait encore une version de moi qui appartenait à quelque chose au-delà de leurs exigences. La veille de la conférence, j'ai préparé un petit sac et j'ai regardé mon appartement. Pour une fois, je ne me sentais pas coupable de tout laisser derrière moi pour quelques jours. J'ai verrouillé mon téléphone, l'ai retourné face contre table et j'ai chuchoté à la pièce vide, je ne suis plus leur soutien financier. Ce n'était pas une déclaration de rébellion. C'était de la survie. Je ne le savais pas encore, mais cette décision tranquille de me présenter pour moi-même allait tout changer. Parce que le lendemain matin, dans un hall de convention bondé à Savannah, j'étais sur le point de rencontrer quelqu'un qui me regarderait et verrait plus que le distributeur automatique familial. Il me verrait, moi. Le centre de congrès de Savannah était un labyrinthe de verre et de lumière, bourdonnant de voix et du faible ronronnement des projecteurs. Je me tenais près de l'entrée, serrant mon badge et me demandant si j'avais fait une erreur en venant. Tout le monde autour de moi avait l'air confiant, posé, comme s'ils étaient à leur place. Je me sentais comme une imposture avec un but emprunté. Mon entreprise avait envoyé un email général sur le sommet, et je m'étais inscrite impulsivement une nuit, me disant que c'était pour le travail. Mais la vérité était que j'avais besoin de me souvenir de qui j'étais en dehors des factures et des obligations familiales.
Je n'avais pas réalisé jusqu'à ce matin-là à quel point j'avais oublié une partie de moi-même. Mon stand était petit, juste un ordinateur portable, une affiche et un prototype de l'application de développement durable que je construisais pendant mon temps libre. J'avais passé des semaines à la coder après le travail, bien après que la maison soit devenue silencieuse et que les appels de maman se soient arrêtés pour la nuit. Ce n'était pas parfait, mais c'était à moi. Les gens passaient, jetaient un coup d'œil, hochaient la tête poliment. Puis un homme s'est arrêté. Grand, des cheveux blonds foncés, des manches soigneusement retroussées, le genre de confiance calme qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Il a pris la tablette et a parcouru mon application. « C'est vous qui avez conçu ça ?» demanda-t-il. Sa voix était stable, curieuse. J'ai hoché la tête. Oui. Elle suit les émissions de carbone des petites entreprises et suggère des moyens de les réduire. Il a souri. C'est brillant. Je suis Ethan Reed. Il a tendu la main et je l'ai prise, surprise par la chaleur de sa poignée. Je suis consultant pour des startups respectueuses de l'environnement. Votre application pourrait réellement faciliter la conformité pour les petites entreprises. Avez-vous pensé à la vendre sous licence? Le mot « licence » m'a fait rire nerveusement. J'ai à peine le temps de dormir, encore moins de penser aussi loin. Il a penché la tête. Vous devriez. Vous avez fait quelque chose d'incroyable ici. Pendant une seconde, je n'ai pas pu répondre. La plupart des hommes que je rencontrais dans les cercles technologiques me traitaient comme une secrétaire qui avait accidentellement appris à coder. Ethan n'était pas comme ça. Il ne me parlait pas de haut ni n'essayait de m'impressionner. Il écoutait vraiment. Nous avons parlé pendant le reste de la session, manquant la moitié des conférences de l'après-midi. Il a posé des questions qui m'ont fait réfléchir plus profondément à ma propre conception. Quand j'ai expliqué un bug que je n'avais pas réussi à corriger, il n'a pas interrompu. Il a juste souri et dit « Vous trouverez. Je suis sûr que vous y arriverez. » Au moment où l'événement s'est terminé, j'avais mal aux joues à force de sourire. Nous avons fini dans un petit café en face du fleuve, l'air lourd de l'odeur de grains torréfiés et de pluie. Ce qui avait commencé comme une conversation sur le suivi du carbone s'est transformé en récit sur nos vies, ces années de consultation à travers les États, mes journées de travail chaotiques à jongler entre le code et les factures. Quand j'ai mentionné ma famille, j'ai hésité. J'étais tellement habitué à cacher cette partie de moi. Ils sont compliqués, ai-je finalement dit. Ethan n'a pas insisté. Il a juste hoché la tête et dit, la plupart des familles le sont. La question est de savoir combien de place elles occupent dans votre vie. Cette phrase s'est logée dans ma poitrine. Je n'avais jamais pensé à la famille comme quelque chose qui pouvait prendre de la place. Ça avait toujours été un poids que je portais. La conférence s'est terminée, mais Ethan et moi sommes restés en contact. Au début, c'était des emails sur des mises à jour techniques, des questions et des idées. Puis c'est devenu de petites choses, des recommandations de films, des projets de week-end, des photos du lever de soleil qu'il prenait lors de ses vols matinaux. Un soir, après une longue journée de débogage, je me suis surprise à sourire à mon écran à cause d'un simple message qu'il avait envoyé, « N'oublie pas de te reposer. Tu l'as bien mérité. » C'était étrange de se sentir prise en charge sans qu'on ait besoin de moi. Un mois plus tard, il m'a invité à Savannah pour un café. Strictement professionnel, a-t-il dit. Mais quand je suis arrivé, son sourire l'a trahi. Nous nous sommes assis au même café, et cette fois, l'air entre nous était plus léger. Il a de nouveau posé des questions sur mon projet, et je me suis retrouvé à parler plus que prévu. Quand je lui ai finalement raconté pourquoi j'avais dû quitter l'université, comment j'étais devenu le principal soutien de la famille, son visage s'est adouci. Vous avez porté trop de choses pendant trop longtemps, dit-il doucement. Vous méritez de vous reposer. J'ai cligné des yeux, décontenancé par la tendresse de son ton. Personne ne m'avait jamais dit ça. Pas une seule fois en 10 ans. À mesure que notre amitié grandissait, la peur grandissait aussi. Je ne faisais pas confiance à la gentillesse. J'avais appris que la gentillesse venait souvent avec des attentes, avec de la culpabilité attachée. J'ai attendu le moment où il me demanderait quelque chose en retour, comme ma famille l'avait toujours fait. Mais il ne l'a jamais fait. Quand il a proposé de revoir le modèle économique de mon application, j'ai dit, je ne peux pas vous payer. Il a souri. Je n'ai pas demandé à être payé. Cela m'a désarmé.
Je n'étais pas habitué à une aide qui ne coûtait rien. Nous avons commencé à nous rencontrer à mi-chemin entre Charleston et Savannah les week-ends. Parfois, nous parlions de travail, mais surtout de tout le reste, musique, voyage, ce que nous ferions si l'argent et le temps n'étaient pas des obstacles constants. Il m'a dit qu'il voulait créer une entreprise qui équilibrait profit et objectif. Je lui ai dit que je voulais finir mes études un jour, peut-être voyager à l'étranger, même si ce n'était qu'une seule fois. Alors, faites-le, dit-il simplement. Vouloir quelque chose pour soi ne vous rend pas égoïste. Ça vous rend humaine. La nuit où il a dit ça, nous marchions au bord de l'eau. Les lumières de la ville scintillaient sur l'eau, brisées par le lent mouvement des bateaux. Je me sens coupable quand je dis non, ai-je admis. C'est comme si je les trahissais. Ethan s'est arrêté et s'est tourné vers moi. C'est parce qu'ils vous ont entraîné à assimiler l'amour à l'obéissance. Mais l'amour n'est pas censé vous emprisonner, Emma. Il est censé vous rendre libre. Ces mots ont frappé plus fort qu'il ne le pensait probablement. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Puis j'ai hoché la tête, retenant mes larmes. Vous faites paraître ça si simple. Ça l'est, dit-il doucement. Ils vous ont juste fait oublier. Après cette nuit-là, j'ai commencé à changer, par petites touches. Quand maman a appelé pour me demander si je pouvais envoyer de l'argent pour une petite urgence, je lui ai dit que je ne pouvais pas. Elle est restée silencieuse, attendant clairement que je fasse marche arrière. Mais je ne l'ai pas fait. D'accord, a-t-elle finalement dit, la voix sèche. J'ai raccroché et je suis resté assise là pendant 5 minutes, attendant que la culpabilité m'écrase. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, la paix. Quand Chloé a envoyé un texto 2 jours plus tard pour me demander si je pouvais couvrir son « erreur de loyer », j'ai tapé « désolé, pas cette fois » et j'ai rangé le téléphone. Mes mains tremblaient, mais mon cœur non. Chaque « non » ressemblait à la reconquête d'un petit morceau de moi-même. Un soir, Ethan m'a appelé à l'improviste. « Tu as l'air plus légère, dit-il. » J'ai ri. « Vraiment ? » « Oui, comme si tu ne portais plus le monde sur tes épaules. » Il a fait une pause. « Ça me rend heureux. » J'ai regardé mon petit appartement, celui que j'avais autrefois détesté pour être trop petit, trop temporaire. « Je commence à aimer ma vie à nouveau, ai-je dit. Peut-être pour la première fois. » Il y eut un silence au bout du fil. Puis sa voix, douce mais assurée, « Bien. Parce que tu mérites une vie qui t'appartient. » Quelques semaines plus tard, il est venu à Charleston pour le travail et nous nous sommes rencontrés dans un restaurant au bord de l'eau. Le voir dans ma ville était différent, plus réel. Nous avons parlé jusqu'à ce que l'endroit commence à fermer, et alors que nous marchions vers le parking, il a pris ma main. Je ne l'ai pas retirée. « Tu es silencieuse, dit-il. C'est nouveau. Je n'ai juste pas l'habitude d'être vue à ce point, ai-je admis. Tu le es, dit-il. Tu as juste oublié comment. Je voulais lui dire à quel point cela signifiait pour moi, mais tout ce que je pouvais faire était de serrer sa main plus fort. Ce soir-là, en rentrant chez moi, mon téléphone a vibré avec un texto de maman. Le loyer de ta sœur est de nouveau en retard. Peux-tu le couvrir ? J'ai fixé l'écran pendant longtemps. Puis j'ai posé le téléphone, face contre table, et je n'ai pas répondu. Le silence qui a suivi n'était pas lourd comme avant. Il était délibéré. Comme choisir l'air après des années de noyade. Je me tenais près de la fenêtre, les lumières de la ville vacillant à l'extérieur, et je pensais aux mots d'Ethan. L'amour ne devrait pas t'emprisonner. Pendant si longtemps, j'avais été conditionné à croire que l'estime de soi venait du fait d'être nécessaire. Mais peut-être venait-elle de quelque chose de plus calme. De se choisir soi-même, même quand ça faisait peur. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais pour la première fois depuis des années, l'avenir ne ressemblait pas à un tunnel. Il ressemblait à une route ouverte. Rencontrer les parents d'Ethan, c'était comme entrer dans un monde que je ne connaissais pas. Leur maison se trouvait à la périphérie de Beaufort, encadrée par des chênes et le léger scintillement des marais. Elle était élégante sans être froide, lumière chaude, livres usés, l'odeur du pain frais flottant depuis la cuisine. Hélène m'a accueilli avec une étreinte si naturelle que cela m'a surprise. « Nous avons tant entendu parler de vous, dit-elle. » Son mari, Robert, m'a serré la main et a souri. « Bienvenue, Emma.
Toute femme capable de suivre le rythme de travail de notre fils doit être un miracle. Leur gentillesse était désarmante. Je n'avais pas l'habitude d'entrer dans une maison sans avoir l'impression de devoir quelque chose. Le dîner de ce soir-là ne ressemblait en rien à ceux avec lesquels j'avais grandi. Pas de commentaires passifs-agressifs, pas de silence lourd de culpabilité. Hélène a posé des questions sur mon travail, sur l'application qu'Ethan lui avait dit que je développais. Elle écoutait vraiment, hochant la tête, posant des questions. Robert a parlé de ses années à la tête d'une petite société de conseil et de la façon dont ils l'avaient construite ensemble à partir de rien. Le partenariat, dit-il en jetant un regard à sa femme, c'est une question de respect avant tout. J'ai souri poliment, mais quelque chose en moi s'est tordu. Respect. C'était un mot que je n'avais jamais associé à la famille auparavant. Après le dîner, Hélène m'a tendu une tasse de thé et a dit, « Vous savez, Ethan nous a dit que vous êtes autodidacte. C'est impressionnant. La plupart des gens n'auraient pas la discipline. » Mes yeux m'ont piqué. Personne dans ma famille n'avait jamais utilisé le mot « impressionnant » à mon sujet, sauf si cela venait avec une condition. J'ai marmonné un merci et j'ai baissé les yeux sur ma tasse. Elle a touché ma main doucement. « Nous sommes heureux qu'il ait trouvé quelqu'un comme vous. » Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais soif de ce genre d'affirmation jusqu'à ce moment. Il ne s'agissait pas d'approbation, il s'agissait d'être vu. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai regardé par la fenêtre, observant les arbres défiler. « Tes parents sont incroyables », ai-je dit doucement. Ethan a souri. « Ils t'adoreront une fois qu'ils te connaîtront vraiment. » J'ai ri, à moitié nerveuse. « Ne dis pas ça, tu vas porter la poisse. » Non, dit-il en prenant ma main. Tu ne réalises juste pas à quel point il est facile de t'aimer. Ma gorge s'est nouée. Je voulais le croire. Je voulais croire que l'amour ne venait pas toujours avec des conditions. Une semaine plus tard, j'ai décidé qu'il était temps pour lui de rencontrer ma famille. Tu es sûr, demanda-t-il gentiment quand j'en ai parlé. Tu n'es pas obligé de te presser. J'ai secoué la tête. Si nous sommes sérieux, il devrait savoir. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'une petite partie de moi espérait que le voir leur rappellerait que j'avais construit quelque chose de bien, de stable. Peut-être que cela leur vaudrait leur respect. J'aurais dû savoir. Le dîner chez mes parents a commencé maladroitement et est resté. Maman a à peine levé les yeux du gratin qu'elle servait. Alors, Ethan, dit-elle en forçant un sourire, j'espère que tu sais qu'Emma est très attachée à prendre soin de nous. Ça ne changera pas juste parce qu'elle sort avec quelqu'un. Ethan a cligné des yeux, clairement pris au dépourvu. Bien sûr, dit-il lentement. La famille est importante. Elle l'est, répondit rapidement maman. Et elle est le ciment qui maintient la nôtre. Elle l'a dit comme un compliment, mais cela sonnait comme un avertissement. Chloé est arrivée en retard, entrant avec son nuage de parfum et son rire bruyant. Oh, le fameux Ethan, dit-elle en les traînant comme s'ils étaient de vieux amis. Pendant tout le dîner, elle a dominé la conversation, son nouveau travail, son nouvel appartement, sa trajectoire de carrière. Chaque fois qu'Ethan essayait de me demander quelque chose, Chloé intervenait. Oh, Emma a toujours été la pragmatique, dit-elle une fois. Je suis plus du genre créatif. Maman a gloussé. Elle a raison. Emma est née organisée. Dieu merci, l'une d'elles l'était. Je suis resté assise là, souriant, hochant la tête, rétrécissant un peu plus à chaque mot. Après le dîner, quand nous avons dit au revoir, Ethan était silencieux. Il n'a pas parlé jusqu'à ce que nous atteignions la voiture. Il ne te voit pas, dit-il finalement. J'ai froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Ta famille. Ils ne voient pas qui tu es. Ils ne voient que ce que tu fais pour eux. J'ai regardé par la fenêtre. Ce n'est pas juste, ai-je dit automatiquement. Ils ont eu une vie difficile. J'aide juste. Aider, répéta-t-il doucement, ou être utilisé. Sa voix n'était pas critique, mais la question a atterri comme une pierre. Ils ont besoin de moi, ai-je chuchoté. Quel genre de fille abandonne sa famille? Il s'est tourné vers moi. Peut-être le genre qui a été abandonné pendant des années sans s'en rendre compte. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ces mots frappaient trop près. Le trajet de retour s'est fait en silence, à l'exception du bruit des pneus sur l'asphalte.
Quand nous sommes arrivés à mon appartement, Ethan s'est garé et a coupé le moteur. Tu mérites des gens qui t'apprécient pour qui tu es, pas seulement pour ce que tu fournis. Je voulais le croire, mais y croire signifiait admettre que les gens qui m'avaient élevé ne l'avaient jamais fait. Le week-end suivant, j'ai de nouveau dîné avec ses parents. Quand j'ai mentionné le dîner gênant avec ma famille, Hélène a soupiré. Certaines personnes ne savent pas apprécier un donneur jusqu'à ce que le don cesse, dit-elle comme si elle l'avait vécu. Robert a hoché la tête. On ne peut pas construire le respect sur la culpabilité. J'ai souri faiblement. C'était étrange d'entendre des étrangers dire des vérités que ma propre famille n'avait jamais pu formuler. Ethan et moi avons commencé à passer plus de week-ends ensemble, cuisinant, parlant, tombant dans un rythme qui semblait naturel. Pour une fois, je n'étais pas la soignante. Il remarquait quand j'étais fatigué, cuisinait quand j'oubliais de manger, me faisait rire quand la semaine m'avait épuisé. Je n'avais jamais su que l'amour pouvait ressembler à du repos. Je me suis surprise à attendre que le couperet tombe, qu'il demande quelque chose, qu'il profite de moi. Mais il ne l'a jamais fait. Un soir, il m'a tendu un dépliant pour un programme de bourse dans une université locale. Tu devrais finir tes études, dit-il. Il est temps. J'ai hésité. Ça fait des années. Et alors, dit-il. Ça signifie juste que tu l'apprécieras davantage. L'idée m'effrayait, mais elle a aussi suscité quelque chose d'optimiste. J'avais construit ma vie autour de la survie. L'idée de construire quelque chose pour moi-même semblait presque un luxe. Mais Ethan croyait en moi assez pour nous deux. Quand j'en ai parlé à maman au téléphone, elle n'a pas semblé contente. Tu retournes à l'école? Et l'hypothèque? La thérapie de ton père? J'ai hésité. Toi et papa avez une assurance maintenant. J'aiderai toujours quand je pourrai. Quand tu pourras, répéta TL, le ton sec. Emma, tu ne peux pas nous abandonner juste parce que tu joues à nouveau à l'étudiante. La vieille culpabilité a surgi, instantanément familière et suffocante. J'ai raccroché, tremblante, la poitrine serrée. Quand je l'ai dit à Ethan plus tard, il a soupiré. Elle a peur de perdre le contrôle. Mais tu ne leur dois pas ta vie. Une semaine plus tard, j'ai reçu une carte par la poste d'Hélène. À l'intérieur, une note manuscrite, nous sommes fiers de toi. Poursuis ce qui te rend heureuse. Amour, maman et papa. Je l'ai regardé pendant longtemps. Ces mots, simples, inconditionnels, étaient tout ce que j'avais voulu entendre de mes propres parents. J'ai posé la carte sur ma table de chevet et j'ai pleuré doucement jusqu'à ce que je m'endorme. Les mois ont passé et ma relation avec Ethan s'est approfondie. Nous avons parlé de rêves, du genre de vie que nous voulions construire. Un soir, assis sur son porche sous un ciel plein d'étoiles, il a dit, « Tu as passé tellement de temps à donner. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un te donne en retour. » Je l'ai regardé, incertaine de quoi dire. Je n'ai pas l'habitude de ça, ai-je admis. Alors habitue-toi, dit-il en souriant. Tu le mérites. Pour la première fois de ma vie, j'ai cru que c'était peut-être vrai. Mais une partie de moi attendait toujours que ma famille comprenne, qu'elle voie la personne que je devenais. Je ne réalisais pas alors qu'il ne le ferait jamais. Pas avant que tout ne s'effondre à mon dîner de fiançailles. Le dîner de fiançailles était censé être une célébration, mais dès l'instant où je suis entré dans la maison de mes parents, j'ai su que ce ne serait pas le cas. L'odeur de rôti trop cuit flottait dans l'air, le genre que maman ne faisait que lorsqu'elle était anxieuse. Ethan m'a tenu la main alors que nous entrions, son sourire chaleureux mais prudent. Ça va aller, ai-je chuchoté, bien que je n'y crois pas. Le salon était bondé, voisins, parents éloignés que je me souvenais à peine et, bien sûr, Chloé dans une robe rouge qui criait à l'attention. Elle tenait la cour au milieu de la pièce, racontant une histoire assez forte pour que tout le monde l'entende. Quand elle nous a aperçus, elle a poussé un cri dramatique. Les voilà, les heureux fiancés. Maman est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Emma, ma chérie, tu aurais dû me dire que tu portais cette couleur, dit-elle en regardant ma robe bleu marine. Chloé a déjà choisi quelque chose de similaire pour le gala de charité de la semaine prochaine. Ce n'était pas un compliment. J'ai forcé un sourire. Tu es très belle, maman. Ethan a pressé ma main pour me rassurer, mais je pouvais sentir la tension dans ses épaules. Il lisait déjà la pièce, comme j'avais appris à le faire il y a longtemps.
Le dîner a commencé de manière guindée. Mes parents avaient mis les petits plats dans les grands, porcelaine, bougies, trop de plats d'accompagnement pour une famille de 4 et une poignée d'invités. Papa a commencé par un toast qui semblait répéter. À Emma et Ethan, dit-il en levant son verre. Que votre vie ensemble soit prospère, et que vous n'oubliez jamais d'où vous venez. Ses yeux se sont attardés sur moi alors qu'il prononçait la dernière phrase. J'ai souri faiblement, faisant semblant de ne pas remarquer le sous-entendu. Chloé a fait teinter son verre contre le mien. Prospère, répéta-t-elle avec un sourire en coin, comme si le mot était une blague privée entre nous. Au fur et à mesure que la soirée avançait, chaque conversation se transformait en une performance. Maman s'est vantée de la récente promotion de Chloé, puis m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que j'applaudisse. C'est une telle leader née, a-t-elle dit. Elle l'a toujours été. Ethan a essayé de changer de sujet en complimentant la nourriture, mais maman l'a repoussé d'un geste de la main. Ce n'est rien de spécial. Je suis sûr que votre mère cuisine bien mieux. La table est restée silencieuse un instant. Ethan a souri poliment. En fait, elle dirait la même chose de vous. J'ai vu la lueur de surprise sur le visage de maman. Elle n'avait pas l'habitude d'être accueillie avec une gentillesse qu'elle ne pouvait pas contrôler. Après le dessert, la conversation s'est tournée vers les plans de mariage. Je n'avais même pas encore fixé de date, mais maman avait déjà rédigé une liste d'invités. Il faudra réserver le country club, dit-elle en feuilletant son carnet. C'est là que les familles respectables organisent les mariages. Nous ne voulons pas que les gens parlent. J'ai froncé les sourcils. Maman, je pensais à quelque chose de plus petit. Peut-être une cérémonie dans un jardin, juste les amis proches. Son sourire s'est effacé. Emma, les amis de ta sœur s'attendent à un événement. Elle a déjà commencé à planifier ton enterrement de vie de jeune fille. J'ai cligné des yeux. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Elle est juste excitée, dit maman. Laisse-la briller un peu. La fourchette d'Ethan a cliqueté doucement contre son assiette. C'est le mariage d'Emma, dit-il, calme mais ferme. Ne devrait-il pas être ce qu'elle veut? Papa lui a lancé un regard qui aurait pu faire tourner le lait. Bien sûr, dit-il. Mais la famille passe avant tout. Tu l'apprendras assez vite. J'ai essayé d'arranger les choses. Ne nous disputons pas. Nous ne faisons que réfléchir. Mais je pouvais sentir la frustration d'Ethan bouillonner à côté de moi. Quand maman a sorti la boîte de la bague pour l'admirer à nouveau, elle n'a pas pu résister à une pique. C'est très modeste, dit-elle en regardant le saphir. Je pensais juste que quelqu'un dans votre position, Ethan, choisirait quelque chose de plus substantiel. Je préfère le significatif au tapas accent grave-l'œil, répondit facilement Ethan. La pierre lui va parfaitement. J'ai tendu la main sous la table et j'ai serré la sienne en guise de remerciement. Maman n'a pas répondu. Elle s'est juste versé un autre verre de vin et a marmonné, bien sûr. Chloé s'est penchée avec un sourire mielleux. Tu sais, je peux t'aider avec ta robe, monsieur, j'ai de meilleures relations à la boutique du centre-ville. Tu voudras quelque chose qui se photographie bien. J'en ai déjà trouvé une, ai-je dit. Oh. Elle a penché la tête. Est-ce au moins de créateur? Tu ne veux pas avoir l'air déplacé. J'ai réprimé l'envie de rire. Ça ira. Comme tu veux, dit-elle, mais son ton était suffisant, comme si elle avait gagné quelque chose d'invisible. Plus tard, alors que j'aidais à débarrasser la table, j'ai entendu maman chuchoter à Chloé dans la cuisine. Si Emma insiste pour faire les choses en petit comité, nous devrons intervenir. C'est assez embarrassant qu'elle ait choisi une bague aussi simple. Ne t'inquiète pas, dit Chloé. Je vais m'en occuper. Les mots ont frappé comme de l'eau glacée. J'ai reculé avant qu'elle ne puisse me voir et j'ai forcé un sourire en rejoignant le groupe. Ethan a croisé mon regard et a froncé les sourcils, demandant silencieusement ce qui n'allait pas. J'ai secoué la tête. Pas ici. Après que tout le monde soit parti, nous sommes restés longtemps dans la voiture, le silence épais. Ils vont essayer de prendre le contrôle de ton mariage, dit finalement Ethan. J'ai regardé par la fenêtre. Ils sont juste excités. Non, dit-il. Ils te contrôlent. Il y a une différence. Sa voix n'était pas en colère, juste fatiguée. Je voulais argumenter,
mais la vérité était trop évidente. Il s'est tourné vers moi. Tu ne leur dois pas une performance. Tu te dois la paix. J'ai expiré lentement, le mot « paix » résonnant dans mes oreilles. Je fixerai des limites, ai-je dit. Je peux les gérer. Il a souri tristement. Tu ne devrais pas avoir à gérer ta propre famille comme un problème à résoudre. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'appels téléphoniques et de compromis. Maman a opposé son veto à chaque lieu que je suggérais, trop petit, trop tendance, trop bon marché. Chloé a insisté pour être la demoiselle d'honneur, bien que j'avais prévu de demander à Jennifer du travail. Tu ne peux pas choisir une collègue plutôt que ta sœur, a dit maman quand j'ai protesté. Les gens parleraient. J'ai cédé. Quand j'ai mentionné une liste d'invités modestes, elle a ri. 50 personnes, Emma? Ce n'est pas un mariage, c'est un déjeuner. La liste est passée à plus de 100, remplie de noms que je ne reconnaissais pas. Le réseautage est important, a dit papa. On ne sait jamais qui pourrait aider l'entreprise d'Ethan. Chaque conversation me laissait épuisé. Ethan l'a remarqué. Tu ne ressembles plus à toi-même, dit-il un soir au dîner. Tu ressembles à eux. J'ai laissé tomber ma fourchette. Je veux juste maintenir la paix. À quel prix, demanda-t-il. Je n'avais pas de réponse. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai regardé le plafond et je me suis demandé quand mon mariage avait cessé d'être une question d'amour pour devenir une question de survie. Chloé a appelé le lendemain avec sa dernière idée. Il nous faut quelque chose digne d'Instagram, a-t-elle dit. Que dirais-tu d'une fontaine de chocolat ou d'un gâteau floral à 3 étages? Je veux quelque chose de simple, ai-je dit. Vanille avec un fourrage à la framboise. Elle a gémi. Emma, il ne s'agit pas de ce que tu aimes. Il s'agit du souvenir que tu crées pour tout le monde. J'ai ri amèrement. C'est mon mariage, pas une campagne de marque. Tu es sur la défensive, a-t-elle dit. J'essaie juste de t'aider à ne pas te ridiculiser. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Je suis restée assise là pendant longtemps, fixant le mur, réalisant que peu importe combien je donnais, ce ne serait jamais assez. 2 jours plus tard, il a rencontré Jennifer pour un café. Tu n'as pas l'air d'une future mariée, a-t-elle dit. Tu as l'air de te préparer à la guerre. J'ai souri faiblement. C'est à peu près ça. Alors peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de te battre pour des gens qui ne te voient que comme une ressource, a-t-elle dit. Commence à te battre pour toi-même. Ces mots m'ont accompagné tout le long du trajet de retour. Je voulais croire que je pouvais le faire, me défendre et ne pas me sentir coupable après. Quand je suis rentré à la maison, Ethan attendait sur le porche. Ça va, demanda-t-il. J'ai hoché la tête, bien que ma gorge me fasse mal. Il a pris mes mains. Emma, j'ai besoin que tu entendes ça. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour commencer ta vie. Tu as déjà gagné ta liberté. J'ai dégluti difficilement. Alors pourquoi ai-je encore l'impression que je leur dois tout? Parce qu'ils t'ont élevé à croire que c'était le cas, dit-il doucement. Mais ce n'est pas vrai. Plus maintenant. Cette nuit-là, j'ai écrit une liste dans mon carnet, petite cérémonie, ma robe, Jennifer comme demoiselle d'honneur, 50 invités maximum. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Une déclaration, aussi fragile soit-elle, que j'en avais fini de les laisser dicter mon bonheur. En fermant le carnet, je me suis murmuré, cette fois, c'est à moi. Je ne savais pas alors que chaque décision sur cette liste deviendrait une autre bataille, une autre ligne que je devrais défendre. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose de nouveau fleurir en moi, la détermination. La planification du mariage est devenue une guerre déguisée en projet familial. Chaque fois que je pensais avoir progressé, une autre bataille commençait. Cela a commencé par de petites choses, les palettes de couleurs, les arrangements floraux, des choses qui ne devraient pas être assez importantes pour briser quelqu'un. Mais avec ma famille, tout était une lutte de pouvoir enveloppée dans le langage de l'amour. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi, disait maman, comme si ces mots excusaient chaque demande, chaque manipulation. Au 3e mois, je reconnaissais à peine mon propre mariage. La première dispute concernait le lieu. Ethan et moi avions trouvé une grange restaurée à la périphérie de Charleston, entourée de chênes dégoulinant de mousse espagnole. C'était calme,
naturel, exactement ce que nous voulions. Quand je l'ai dit à maman, elle a ri comme si j'avais fait une blague. Une grange, Emma? Ce n'est pas une foire de campagne. C'est élégant, ai-je dit, lui montrant des photos. Une élégance rustique. Les gens se marient là-bas tout le temps. Les gens sans réputation à protéger, a-t-elle répondu. Tu épouses quelqu'un d'une famille de professionnels maintenant. Que vont-ils penser? J'ai ouvert la bouche pour argumenter, mais papa est intervenu. Ta mère a raison. Le country club est plus approprié. Approprié. Ce mot venait toujours avec des chaînes. À la fin de l'appel, j'avais accepté de considérer leurs suggestions, même si cela signifiait quadrupler notre budget. Ethan a essayé de m'en dissuader, mais la culpabilité avait déjà gagné. Ensuite est venue la liste des invités. Nous nous étions mis d'accord sur 50, juste la famille proche et les amis. D'une manière ou d'une autre, la semaine suivante, elle était passée à plus de 100 noms. Qui sont ces gens, ai-je demandé en parcourant le tableur que maman avait envoyé. L'ancien patron de papa, les partenaires de bridge de maman, les collègues de Chloé. Maman semblait offensée. Ils te connaissent depuis que tu es petite. Je ne me souviens même pas d'eux, ai-je dit. Ils se souviennent de toi, a-t-elle rétorqué. Et d'ailleurs, c'est du réseautage. On ne sait jamais qui pourrait aider l'entreprise d'Ethan. Quand je l'ai dit à Ethan, il a failli laisser tomber sa tasse de café. Il transforme notre mariage en un déjeuner d'affaires, a-t-il dit. Laisse-les inviter qui ils veulent, ai-je dit faiblement. Si ça maintient la paix. Il m'a regardé longuement avant de répondre. Emma, la paix n'est pas censée te coûter tout ce que tu veux. Le pire n'était pas leur ingérence, c'était à quel point tout cela semblait naturel. Chaque culpabilisation atterrissait sur un terrain familier. J'avais passé une décennie à m'entraîner à me rendre gracieusement. Quand maman a pleuré parce que je n'aimais pas son idée de centre de table, je me suis excusé. Quand Chloé m'a accusé d'être contrôlante après que j'ai suggéré qu'elle modère ses devoirs de demoiselle d'honneur, j'ai reculé. Tu es juste stressée, a-t-elle dit en me tapotant l'épaule comme si elle me rendait service. C'est pour ça que tu es difficile. Je l'ai cru, plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Un après-midi, alors que je finalisais les détails du traiteur, Chloé a fait irruption dans mon appartement sans y être invitée. Il faut qu'on parle du gâteau, a-t-elle annoncé en jetant ses lunettes de soleil sur le comptoir. Nous en avons déjà choisi un, ai-je dit. Vanille avec un fourrage à la framboise. Ennuyeux, a-t-elle répondu. J'ai trouvé cette pâtisserie qui fait des pièces montées à 5 étages. Ils mettront même de la feuille d'or dessus. Nous n'avons pas besoin de 5 étages, ai-je dit. Il n'y a qu'un peu plus de 100 invités, a-t-elle coupé. Et pense aux photos. Tu veux quelque chose digne d'Instagram. Le mot m'a fait tressaillir. Je me fiche d'Instagram. Elle m'a lancé un regard apitoyé. Tu ne comprends vraiment pas comment ça marche, n'est-ce pas? Les gens se souviennent de l'image. J'ai croisé les bras. Je ne fais pas une performance, Chloé. C'est un mariage. Elle a souri doucement. C'est la même chose, si tu le fais bien. Plus tard dans la nuit, j'ai raconté ce qui s'était passé à Ethan. Il est resté silencieux un long moment avant de dire, il ne s'agit pas d'un gâteau, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. C'est une question de contrôle. Il a soupiré. Alors peut-être qu'il est temps que tu le reprennes. Je le voulais. Je le voulais tellement. Mais chaque fois que j'essayais, j'entendais la voix de maman dans ma tête. Ne fais pas tout tourner autour de toi. Des années de conditionnement murmuraient que la rébellion signifiait l'égoïsme, et que l'égoïsme signifiait perdre l'amour. La confrontation suivante a eu lieu au sujet de la demoiselle d'honneur. J'avais choisi Jennifer, ma meilleure amie et la seule personne qui m'avait soutenu à travers tout. Quand maman l'a appris, elle a appelé immédiatement. Les sentiments de ta sœur sont blessés, a-t-elle dit. Tu l'as fait passer pour une idiote. Maman, Chloé critique tout ce que je fais. Je ne pense même pas qu'elle veuille aider. Elle est juste protectrice, a dit maman. Et le sang passe avant tout. Toujours. Le mot « toujours » s'est posé comme une pierre dans mon estomac. À la fin de l'appel, j'avais accepté de faire de Chloé la co-demoiselle d'honneur. Elle l'a pris comme une victoire.
Tu vois, a-t-elle dit plus tard, je t'avais dit que ça marcherait. Il suffit de me faire confiance. Chaque compromis érodait la joie que j'avais autrefois ressentie. J'ai cessé d'attendre avec impatience les emails de mariage, les séances de planification, même les essayages. L'excitation avait disparu, remplacée par la crainte. Ethan l'a remarqué. Tu ne souris plus quand tu en parles, a-t-il dit un soir alors que nous préparions le dîner. J'ai remué les pattes juste pour éviter de le regarder. Parce que ce n'est pas vraiment à nous, ai-je dit doucement. Il a posé le couteau. Alors reprenons-le. Dis-moi ce que tu veux. J'ai hésité. Je veux une journée qui nous ressemble. Alors c'est ce que nous aurons, dit-il. Sa confiance aurait dû me réconforter, mais au lieu de cela, elle m'a effrayé. Parce qu'au fond de moi, je savais que la tempête n'était pas terminée. Une semaine plus tard, maman a appelé pour me dire qu'elle avait déjà réservé le country club. Quoi, ai-je dit. Vous n'aviez pas confirmé l'autre lieu, alors j'ai pris les devants. Il ne leur restait qu'une seule date. J'ai pressé mes doigts sur mon front. Tu n'avais pas le droit. Je suis ta mère, a-t-elle claqué. Si je n'avais pas pris les choses en main, tu le regretterais plus tard. Ma poitrine s'est serrée. C'est mon mariage, maman. Et c'est la réputation de notre famille, a-t-elle dit. N'oublie pas qui a rendu possible ton arrivée ici. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse en dire plus, tremblant tellement que j'ai laissé tomber mon téléphone. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. Pas parce que j'étais triste, mais parce que j'étais en colère, et je ne savais pas comment arrêter de m'excuser pour ça. Ethan m'a tenu dans ses bras jusqu'à ce que je cesse de trembler. Tu ne peux pas continuer à les laisser voler ta joie, a-t-il dit. Alors dis-moi comment arrêter. En te souvenant que tu as le choix, a-t-il dit simplement. Tu l'as toujours eu. Mais les choix avaient des conséquences. Quand je n'ai pas rappelé maman, elle a envoyé Chloé vérifier si j'allais bien. Ma sœur s'est présentée le lendemain matin avec un café et un sourire apitoyé. Tu exagères, a-t-elle dit en me tendant la tasse. Maman veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Non, ai-je dit doucement. Elle veut le contrôle. Chloé a ri. Tu parles comme Ethan. Il te met des idées dans la tête. Ce sont mes idées, ai-je dit. Pour une fois, son sourire s'est effacé. Tu ne vas pas sérieusement commencer une dispute avant ton mariage, n'est-ce pas? Pense à l'image que ça donnera. La voilà, encore une fois. L'image. Toujours l'image. J'ai alors réalisé que Chloé ne me voyait plus comme une personne. Juste comme un personnage dans l'histoire familiale qu'elle avait construite autour d'elle. 2 jours plus tard, maman m'a envoyé par email le plan de table révisé. Elle avait déplacé les parents d'Ethan de la table d'honneur à la 2e rangée pour faire de la place à la « famille ». Je l'ai appelé immédiatement. Tu ne peux pas faire ça, ai-je dit. Robert et Hélène financent une partie de la réception. Ça ne les dérangera pas, a-t-elle dit. Ce sont des gens polis. Moi aussi, ai-je lâché. Mais j'en ai assez de me taire. Le silence à l'autre bout du fil était assez vif pour couper à travers la ligne. Excuse-moi. Tu m'as entendu, ai-je dit, me surprenant moi-même. Arrête de changer les choses sans me demander. Elle a inspiré brusquement. Tu manques de respect. Non. Je fixe une limite. Des limites, a-t-elle répété comme si elle goûtait quelque chose d'acide. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu nous parles comme ça. Non, ai-je dit, ma voix maintenant stable. Vous m'avez élevé pour que je ne parle jamais du tout. Pendant un long moment, aucune de nous deux n'a parlé. Puis elle a dit froidement, tu le regretteras. Peut-être, ai-je dit. Mais au moins, ce sera mon propre regret. Quand j'ai raccroché, le silence dans l'appartement était assourdissant. Ethan est entré de la cuisine, l'inquiétude gravée sur son visage. Ça va? J'ai hoché la tête lentement. Je crois. Ce n'était pas du soulagement que je ressentais, pas encore. C'était quelque chose de plus lourd, mais de plus vrai. Un changement profond en moi. Pour la première fois, je m'étais choisi, même si cela signifiait briser quelque chose que j'avais passé ma vie à essayer de maintenir. Cette nuit-là, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé l'horizon sombre de la ville.
Le reflet qui me fixait n'était pas la fille qui disait toujours oui. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un de fatigué, de courageux, quelqu'un qui apprenait que parfois, l'amour ne consiste pas à s'accrocher. Il s'agit de finalement lâcher prise. La boutique de mariage sentait le jasmin et l'adoucissant coûteux. Une lumière douce filtrait à travers les hautes fenêtres, attrapant le bord de ma robe alors que je me tournais devant le miroir. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais belle. Le satin m'enveloppait aux bons endroits, l'encolure simple et intemporelle. C'est parfait, dit la couturière avec un sourire. J'ai hoché la tête, reconnaissant à peine la femme dans le reflet. Calme, radieuse. Pas la version fatiguée de moi-même qui avait passé des semaines à défendre chaque choix. Pendant un bref instant, j'ai cru que le chaos pourrait enfin être derrière moi. Puis la porte s'est ouverte et le son des talons a résonné contre le sol en marbre. La voix de Chloé a tranché le silence. Désolé, je suis en retard, le trafic était un cauchemar. Elle est entrée, tenant un latte et portant des lunettes de soleil comme si elle assistait à un défilé de mode plutôt qu'à mon essayage. Ses yeux m'ont parcouru, lents et évaluateurs. Alors, dit-elle en posant son café, c'est ça, la robe. La couturière a souri poliment. N'est-elle pas ravissante? Chloé a penché la tête. Elle est sobre. Je me suis tourné vers elle. Sobre? Elle a haussé les épaules en sirotant sa boisson. Je veux dire, c'est très toi. Pragmatique, conservatrice. Mais c'est ton jour de mariage, Emma. Ne devrais-tu pas faire plus d'effets? Je ne veux pas faire d'effets, ai-je dit d'un ton neutre. Je veux quelque chose d'intemporel. Chloé a souri avec suffisance. Intemporel ou ennuyeux? Il y a une différence. La couturière a jeté un regard nerveux entre nous. J'ai forcé un sourire. Je l'aime bien. Bien sûr que tu l'aimes, a dit Chloé. Mais, M, tu épouses quelqu'un d'une famille aisée maintenant. Tu dois avoir l'air d'avoir réussi. L'image compte. La voilà, encore une fois. Le mot qui avait gouverné la vie de Chloé depuis l'université. L'image. Elle avait construit toute une identité autour de ça pendant que je construisais la leur. Je me suis retourné vers le miroir, faisant semblant que ces mots ne me piquaient pas. Je n'essaie d'impressionner personne. Eh bien, tu devrais, dit-elle légèrement. Tout le monde te comparera aux ex d'Ethan, aux femmes de ses collègues. Tu ne veux pas te ridiculiser. Quelque chose en moi a vacillé. Je pense que je survivrai, ai-je dit. Ses yeux ont rencontré les miens dans le miroir. Tu dis toujours ça, mais tu ne penses jamais à long terme. Avant que je puisse répondre, la couturière est revenue avec un jeu d'épingles et Chloé s'est écartée avec une patience exagérée. Ne faites pas attention à moi, dit-elle en faisant défiler son téléphone. Je suis juste là pour le soutien moral. Sauf que sa version du soutien ressemblait plus à du sabotage. Toutes les quelques minutes, elle faisait une autre suggestion. Peut-être une encolure plus voyante, peut-être des strass. Tu as besoin de briller, monsieur, tu es trop discrète. Chaque mot érodait ma confiance jusqu'à ce que je ne vois plus que ce qui manquait. Quand elle est finalement partie, je suis resté seul dans la pièce silencieuse. La couturière a ajusté l'ourlet pendant que je fixais mon reflet, la gorge serrée. Pendant des mois, je m'étais battu pour garder le contrôle de ce mariage, mais d'une manière ou d'une autre, même ma robe était devenue un autre champ de bataille. Vous êtes ravissante, dit doucement la couturière. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. À la maison, le silence semblait plus lourd que d'habitude. J'ai suspendu la robe soigneusement dans le placard, puis je me suis assise sur le lit et je l'ai regardée. J'aurais dû ressentir de la joie, de l'excitation, quelque chose. Au lieu de cela, je me sentais vide. Mon téléphone a vibré. Un message de maman. Chloé a dit que ta robe avait l'air un peu simple. Peut-être qu'elle a raison. Tu voudras t'intégrer à la famille d'Ethan. Les mots se sont brouillés. J'ai posé le téléphone et j'ai pressé mes paumes sur mes yeux. M'intégrer. J'avais passé ma vie à m'intégrer dans des espaces qui ne voulaient pas de moi, et pourtant, ce n'était jamais assez. Ce soir-là, j'ai appelé Ethan. Et si je ne suis pas assez bien pour ta famille, ai-je dit avant de pouvoir m'arrêter. Il a fait une pause. D'où vient cette idée?
Chloé pense que je devrais choisir une autre robe. Quelque chose de plus prétentieux, a-t-il proposé gentiment. J'ai laissé échapper un rire tremblant. Elle a dit que je vais me ridiculiser. Emma, sa voix s'est adoucie. Aimes-tu ta robe? Oui. Te sens-tu belle dedans? Je me sentais belle, ai-je dit doucement, jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est tout ce qui compte. Mais et s'il pense que j'ai l'air, non. Et s'il, dit-il. Il t'épouse toi, pas ta garde-robe. Et pour information, ma mère pense que tu es la personne la plus authentique qu'elle ait jamais rencontrée. Elle se fiche complètement d'une robe. J'ai souri, des larmes pressant à l'arrière de mes yeux. Tu sais toujours quoi dire. Je connais juste la vérité, dit-il. Tu es plus que suffisante, Emma. Tu l'as toujours été. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps, fixant mon reflet dans la fenêtre assombrie. Ma propre voix résonnait dans ma tête. Je me sentais belle. Jusqu'à aujourd'hui. Combien de fois les avais-je laissé prendre quelque chose de bon et le tordre en doute? Le sommeil n'est pas venu facilement cette nuit-là. Mon esprit est revenu à l'enfance, à un autre moment qui semblait innocent mais qui a laissé une cicatrice. J'avais 10 ans, debout à côté de Chloé à une foire d'art scolaire. Nous avions toutes les deux soumis des peintures, la mienne d'une rivière, la sienne d'un coucher de soleil. La mienne a remporté la première place. Maman m'a serré dans ses bras en souriant, mais une seconde plus tard, elle a dit, le dessin de Chloé a plus de personnalité, cependant. Toi, tu es juste très précise. Je n'ai pas compris alors que ce n'était pas un compliment. C'était la première fois que j'apprenais qu'être prudente était un défaut dans notre famille. Chloé pouvait être la rêveuse, j'étais le filet de sécurité. Même mes victoires avaient des clauses en petit caractère. Le souvenir a laissé une douleur sourde dans ma poitrine. C'est peut-être pour ça que ces mots sur la robe m'ont fait si mal. Ce n'était pas seulement une critique, c'était l'histoire qui se répétait. Le lendemain matin, je suis retourné à la boutique avant le travail. La couturière a semblé surprise de me voir. Vous avez oublié quelque chose? Juste besoin d'une minute, ai-je dit. Je me suis dirigé vers le miroir et j'ai ouvert la fermeture éclair de la housse. La robe a scintillé doucement alors que je la sortais. Quand je l'ai enfilée à nouveau, tout le reste s'est estompé. Les doutes, le bruit, les attentes. Je me suis regardé et j'ai pensé à la fille qui avait payé l'hypothèque de sa famille à 20 ans, qui avait travaillé de nuit pour acheter les manuels de sa sœur, qui avait construit une vie d'épuisement et avait quand même réussi à se tenir droite. Elle était toujours là. Elle l'avait toujours été. Ils ne peuvent pas définir ce que signifie la beauté pour moi, ai-je chuchoté. La couturière a souri, bien qu'elle ne m'ait pas entendu. Dois-je ajouter les touches finales? Gardez-la exactement comme elle est, ai-je dit. Elle est parfaite. En sortant, j'ai envoyé une photo à Ethan. Il a répondu presque instantanément. Ta confiance est la plus belle chose que tu portes. Je me suis arrêté sur le parking, le lisant 2 fois. Confiance. Je n'étais pas sûr de l'avoir jamais vraiment eu. Pas le genre qui vient de l'intérieur, inébranlable par l'approbation ou la comparaison. Mais peut-être que c'était quelque chose qu'on reconstruisait, pièce par pièce, comme un muscle après une blessure. Ce soir-là, je me suis de nouveau tenu devant le miroir. Pas de robe cette fois, juste un jean et un pull. Je me suis entraîné à le dire à voix haute. Je suis suffisante. Ça sonnait fragile au début, mais plus fort la deuxième fois. Puis, comme par un signal, mon téléphone a de nouveau vibré. Chloé. Alors, as-tu repensé à la robe? Je peux toujours t'obtenir une réduction avec mon ami créateur. J'ai regardé le message pendant 1 minute entière avant de taper en retour. Non. J'adore ma robe et je n'ai pas besoin de ton aide. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir perdre mon courage. Il n'y a pas eu de réponse immédiate. Juste le silence. Mais ce silence était différent. Pas vide, pas craintif. C'était la paix. Ce soir-là, je me suis assise sur le canapé avec une tasse de thé, faisant défiler des photos de mariage en ligne. Chaque mariée souriante avait l'air parfaite, mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas les robes. C'était la lumière dans leurs yeux. C'est ce que je voulais. Pas la perfection, pas l'approbation.
Juste la lumière. En éteignant mon téléphone, j'ai pensé aux mots de Chloé. Tu voudras avoir l'air d'appartenir. J'ai souri pour moi-même. J'appartenais déjà. Pas à leur monde, mais au mien. Si seulement j'avais su alors qu'il ne faisait que commencer. Parce que la prochaine bataille ne porterait pas sur le tissu ou les fleurs. Elle porterait sur quelque chose de bien plus précieux. Le jour où je tiendrai enfin tête, je le ferai en portant cette même robe. Le matin de mon mariage s'est levé, doux et doré, le genre de journée dont les poètes écrivent. La brise marine s'est glissée par les portes du balcon de notre suite, emportant l'odeur du sel et des fleurs. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais calme. Ethan était parti tôt pour régler quelques détails de dernière minute avec ses parents, et j'étais assise près de la fenêtre dans mon peignoir en soie, sirotant un café, regardant l'horizon rougir avec le lever du soleil. C'est enfin là, me suis-je murmuré. Après tout le chaos, toutes les disputes et les compromis, aujourd'hui serait une question d'amour, de nous. J'étais à mi-chemin de ma coiffure quand mon téléphone a sonné. Maman, s'est affiché sur l'écran. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Emma, nous avons un problème, a dit maman, essoufflée, sa voix déjà urgente. Mon estomac s'est noué. Quel genre de problème? Le costume de ton père ne lui va pas. Le pantalon est trop long et la veste est trop serrée. Il ne peut pas t'accompagner à l'hôtel en ayant l'air de ça. J'ai fermé les yeux. Maman, nous avons fait des essayages il y a 2 mois. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Elle a soufflé. Veux-tu que je gâche tes photos? Chloé a trouvé quelqu'un qui peut le réparer ce matin, mais ils ont besoin de $300 en espèces. Personne d'entre nous n'a ce genre d'argent sur soi. Bien sûr qu'il n'en avait pas. Maman, je n'ai pas le temps de, s'il te plaît, Emma. Ne fais pas de scène. Ton père est déjà assez embarrassé comme ça. On te remboursera. Le mensonge piquait d'autant plus que je savais qu'elle y croyait en le disant. D'accord, ai-je dit en expirant. Je m'en occupe. Jennifer, ma demoiselle d'honneur, m'a lancé un regard en raccrochant. Quoi encore? Urgence tailleur, ai-je marmonné. Peux-tu courir au distributeur pour moi? $300 en espèces. Elle m'a regardé fixement. Tu plaisantes. Le jour de ton mariage. Je sais. S'il te plaît. 1 heure plus tard, Jennifer est revenue, le visage sombre. J'ai déposé l'argent à l'hôtel de tes parents, dit-elle. Mais ta sœur n'était pas là. Elle était au salon de manucure. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle m'a fait un signe de la main par la fenêtre. Parfaitement bien. Pas de tailleur en vue. Il m'a fallu 1 seconde pour comprendre. Ils ont menti. Ouais, a dit doucement Jennifer. Ils ont menti. Quelque chose en moi est devenu très immobile. Le jour de mon mariage, ai-je chuchoté. Jennifer a posé une main sur mon épaule. Tu n'as pas à t'occuper de ça maintenant. Si, ai-je dit. Je dois le faire. Au moment où je suis arrivé sur le lieu de la cérémonie, mon sourire était une armure. Les invités trouvaient déjà leur place sous l'arche florale, la mer scintillant en arrière-plan. La mère d'Ethan m'a serré dans ses bras quand elle m'a vu. Tu es radieuse, ma chérie. Comment te sens-tu? Parfaitement, ai-je menti. La cérémonie s'est déroulée dans un flou. La musique, les vœux, la façon dont les yeux d'Ethan se sont fixés sur les miens comme si nous étions les 2 seules personnes au monde. Pendant quelques minutes sacrées, tout semblait pur, réel. Quand nous avons dit « oui », la foule a applaudi, et j'ai cru un instant que l'amour pouvait vraiment effacer des années de dégâts. À la réception, les rires emplissaient l'air. L'odeur des roses et du champagne se mêlait à la brise marine. Puis les parents d'Ethan se sont levés pour porter un toast. Emma, a dit Robert en levant son verre, dès le moment où nous t'avons rencontré, nous avons su que tu étais spéciale. Tu as été comme une fille pour nous. Nous voulions te donner quelque chose qui représente un nouveau départ. Hélène a tendu une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un porte-clés argenté avec le logo BMW scintillant sous les lumières. Elle est garée devant, a-t-elle dit à travers ses larmes. Un cadeau de mariage. Pour que tu n'aies plus jamais à prendre le bus. La salle a éclaté en applaudissements. Mon cœur s'est gonflé.
J'avais passé 10 ans à prendre 3 bus pour aller travailler, à économiser chaque centime. Et maintenant la liberté. Merci, ai-je chuchoté en les serrant dans mes bras. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Je tenais encore la clé quand maman est apparue à mes côtés, son expression tendue mais composée. Emma, nous devons parler, dit-elle doucement. En privé. Un frisson m'a parcouru. Maintenant? Oui, c'est important. Elle m'a guidé vers un coin tranquille près de la table des desserts. Papa nous a rejoints un instant plus tard, ajustant sa cravate. Maman a commencé avec un sourire trop doux pour être sincère. C'était un si beau geste de la part des parents d'Ethan. Oui, ai-je dit prudemment. Ils sont très généreux. Le truc, c'est que, a dit papa en s'éclaircissant la gorge, Chloé commence son nouveau travail en ville la semaine prochaine. Tu sais à quel point les transports en commun peuvent être peu fiables. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce que vous demandez? Maman a joint les mains comme si elle prononçait un sermon. Nous pensons que ce serait merveilleux si tu lui donnais la voiture. Elle mérite un bon départ. Tu as Ethan pour prendre soin de toi maintenant. Je l'ai regardé fixement. Vous ne pouvez pas être sérieux. Ne sois pas égoïste, a dit papa tranquillement. Elle a travaillé dur. Elle en a plus besoin que toi. La voilà. La phrase que j'avais entendue sous une forme ou une autre toute ma vie. Elle le mérite plus que toi. J'ai senti les mots atterrir comme un coup physique. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, ai-je dit, la voix tremblante. Après toutes les années où maman a interrompu, son ton sec. Tu n'aurais même pas ton diplôme si nous ne t'avions pas soutenu émotionnellement pendant ces années. Émotionnellement? J'ai presque ri. Vous voulez dire les années où j'ai payé vos factures pendant que vous prétendiez que tout allait bien. Surveille ton ton, a dit papa. Ce n'est pas une dispute. Non, ai-je dit en me redressant. Ce n'en est pas une. Parce que je ne lui donne pas la voiture. Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, j'ai senti une main sur mon épaule. Ethan. Son expression était calme, mais sa mâchoire était serrée. Désolé d'interrompre, dit-il doucement. Ils sont sur le point de couper le gâteau. J'ai besoin de ma femme. Il m'a emmené sans un mot de plus. Je pouvais sentir le regard furieux de ma mère me brûler le dos. Quand nous fûmes assez loin de la foule, Ethan se tourna vers moi. Combien ont-ils demandé? Ils n'ont pas demandé, ai-je dit en tremblant. Ils m'ont dit. Ils veulent que je donne la voiture à Chloé. Il m'a regardé longuement, l'incrédulité brillant dans ses yeux. Emma, regarde-moi. Veux-tu lui donner la voiture? Non. La réponse est sortie avant même que j'y pense. Alors ne le fais pas. Ils diront que je suis égoïste. Laisse-les dire, a-t-il dit fermement. Tu as passé ta vie à donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Cette fois, tu gardes ce qui est à toi. Quelque chose en moi a changé alors. Une clarté calme et solide. J'ai hoché la tête. D'accord. Nous sommes retournés main dans la main, le son des rires et des verres qui tintent devenant plus fort. Au moment du lancer du bouquet, maman est réapparue, son sourire cassant. As-tu réfléchi à ce dont nous avons discuté? Oui, ai-je dit. Et la réponse est non. Son expression s'est figée. Excuse-moi. Je garde la voiture. Son visage est devenu cramoisi. Tu ne peux pas être sérieuse. Nous l'avons déjà dit à Chloé. Alors vous n'auriez pas dû faire de promesses sur quelque chose qui ne vous appartenait pas. La voix du DJ a coupé la tension. Très bien tout le monde, c'est l'heure du bouquet. Je me suis détourné avant qu'elle ne puisse répondre, marchant vers la piste de danse où Jennifer et mes demoiselles d'honneur attendaient en acclamant. J'ai lancé le bouquet dans la foule. Jennifer l'a attrapé et Harry, le tenant haut. Pour la première fois de la soirée, je me suis senti légère. Du coin de l'œil, j'ai vu maman chuchoter furieusement à papa, Chloé à leur côté, le visage tordu d'incrédulité. Ça n'avait pas d'importance. J'avais dit non, et le monde ne s'était pas effondré. Plus tard, alors que les invités commençaient à partir, Chloé s'est approchée de moi près de la sortie. Maman m'a dit que tu faisais des difficultés, dit-elle, les bras croisés. Tu n'as même pas besoin de cette voiture.
Tu habites à 5 minutes du travail. Je l'ai regardé calmement. Et pourtant, je l'ai mérité. Elle a cligné des yeux. J'en ai plus besoin que toi. Tu as eu besoin de beaucoup de choses, ai-je dit tranquillement. Peut-être qu'il est temps que tu commences à les mériter. Sa mâchoire s'est crispée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai arrêté de confondre l'amour avec le sacrifice. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait plus. Tu le regretteras. Peut-être, ai-je dit. Mais au moins, ce sera mon propre regret. Alors qu'Ethan et moi nous éloignions cette nuit-là, la BMW ronronnait sous nous, douce et stable. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le reflet de ma robe de mariée dans la vitre. Forte, défiante. Plus seulement un joli tissu, mais une armure. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme leur fille ou leur soutien financier. Je me sentais comme moi-même. Et bien que je ne sache pas quelles seraient les retombées, une chose était certaine, l'ancienne version de moi, celle qui ne disait jamais non, avait finalement quitté cette salle de réception pour de bon. Les vagues se brisaient doucement contre le rivage devant notre villa de lune de miel au Costa Rica, et pour la première fois depuis des années, le monde était silencieux. Pas de téléphone qui vibre, pas d'urgence, personne n'ayant besoin que je répare quelque chose. Juste le son de l'océan et la chaleur de la main d'Ethan dans la mienne. Tu as l'air plus légère, dit-il un soir alors que nous regardions le coucher de soleil transformer le ciel en or en fusion. J'ai souri, à moitié endormi par la paix qui s'était installée en moi. Peut-être que je le suis enfin. Nous avons passé la semaine à faire de la randonnée dans la forêt tropicale, à boire un café si fort qu'il pouvait réveiller les morts, et à nous endormir au son des cigales. C'était comme entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Une vie où ma valeur n'était pas mesurée par mon utilité. Je n'avais pas réalisé le bruit dans lequel je vivais jusqu'à ce qu'il disparaisse. Pendant 7 jours, personne n'a demandé d'argent, personne ne m'a culpabilisé, personne n'a dit que j'étais égoïste. Je pouvais à nouveau respirer. Mais la paix, j'ai appris, a une date d'expiration. Quand nous sommes rentrés à la maison, mon téléphone s'est allumé comme un sapin de Noël. 17 appels manqués de maman, 12 de Chloé, et un mur de messages textes si long que j'ai dû faire défiler. Appelle-moi immédiatement. Tu as embarrassé cette famille. Ta sœur a le cœur brisé. J'espère que tu es heureuse. Michael te monte contre nous. Il n'arrivait même pas à se souvenir du nom de mon mari. J'ai posé le téléphone, les mains tremblantes, et j'ai laissé échapper un long rire secoué. Ils n'ont même pas attendu une semaine, ai-je dit. Ethan s'est approché, lisant par-dessus mon épaule. Sa mâchoire s'est crispée. Ils n'appellent pas pour parler. Ils appellent pour te ramener. Je sais, ai-je dit doucement. Mais une partie de moi veut toujours réparer ça. Il s'est appuyé contre le comptoir, m'étudiant. Tu as passé ta vie à réparer des choses qui n'étaient pas à toi de réparer. Peut-être que cette fois, tu ne le fais tout simplement pas. Alors je ne l'ai pas fait. Pour la première fois, j'ai ignoré les appels. J'ai défait mes valises, arrosé les plantes et passé un après-midi entier à ne rien faire du tout. Le silence qui a suivi était déconcertant au début, comme se tenir dans une pièce où quelqu'un venait de crier et de partir. Mais plus il durait, plus je me sentais calme. Chaque heure où je ne les rappelais pas était comme récupérer un petit morceau de moi que j'avais oublié. Au 3e jour, les messages ont cessé. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être enfin abandonné. J'aurais dû savoir. Ce soir-là, mon téléphone a de nouveau sonné. Maman. J'ai regardé l'écran, débattant de répondre ou non. Ethan a levé les yeux de ses légumes qu'il coupait. C'est ton choix, dit-il. J'ai décroché. Allô, maman. Ne me fais pas ton allô, maman, a-t-elle claqué. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai gardé ma voix stable. Que ai-je fait exactement? Ta sœur a dû prendre 2 bus et marcher 4 pâtés de maison pour aller travailler le premier jour en talons à cause de toi. Elle a failli pleurer, Emma. Comment as-tu pu lui faire ça? Pendant un instant, j'étais trop abasourdi pour parler. Maman, elle a 26 ans. Elle peut se débrouiller. Tu as changé, dit-elle, la voix tremblante de colère. Tu n'étais jamais aussi froide avant. J'ai pris une profonde inspiration. Tu as raison. J'ai changé. J'ai arrêté de confondre la culpabilité avec l'amour.
Excuse-moi. Je soutiens cette famille depuis mes 19 ans, maman. J'ai payé les frais de scolarité de Chloé, son appartement, tout. Et pas une seule fois quelqu'un n'a demandé comment j'allais. Vous avez tous simplement supposé que je continuerais à donner. C'est ce que fait la famille, dit-elle rapidement. Non, ai-je dit. C'est ce que j'ai fait. Et vous en avez profité. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré assez longtemps pour que je pense qu'elle avait raccroché. Quand elle a finalement parlé, sa voix était sèche. Tu parles comme lui. Comme qui? Ethan. Il t'a transformé en quelqu'un que je ne reconnais même plus. J'ai souri amèrement. Non, maman. Il m'a juste rappelé que j'avais le droit d'exister. Elle a ricané. Tu le regretteras, Emma. La famille, c'est pour toujours. Alors peut-être que pour toujours a besoin d'une pause, ai-je dit, et j'ai raccroché. Au moment où j'ai posé le téléphone, je m'attendais à la panique, à la culpabilité, à quelque chose. Au lieu de cela, j'ai ressenti un soulagement. Pur et surprenant. Au cours des semaines suivantes, j'ai construit un nouveau rythme. Travail, dîner, soirée tranquille avec Ethan. Nous avons fait de longues promenades, cuisiné ensemble et parlé de tout sauf de ma famille. J'en ai parlé à Jennifer lors d'un déjeuner un jour. Tu ne les as pas appelés une seule fois, demanda-t-elle, les sourcils levés. Non, ai-je dit en remuant mon café. Et c'est agréable. Elle a souri largement. Tu te désintoxiques de la manipulation émotionnelle. Le sevrage fait mal au début, mais crois-moi, ça en vaut la peine. J'ai ri. Je ne pense pas qu'ils comprendront jamais. Ils n'ont pas à le faire, a-t-elle dit. Tu dois juste garder ta paix. Mais la paix, encore une fois, n'a pas duré. Un après-midi, alors que je travaillais à domicile, la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert la porte, Chloé était là, les bras croisés, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et une expression qui aurait pu faire tourner le lait. Il faut qu'on parle, dit-elle. J'ai hésité. Entre. Elle est entrée, son parfum remplissant la pièce comme un avertissement. Alors, tu gardes vraiment la voiture? Oui. Sa mâchoire s'est crispée. As-tu la moindre idée de ce qu'a été ma vie ces 3 dernières semaines? J'ai été humilié, à prendre le bus comme une stagiaire. J'ai croisé les bras. Tu es une stagiaire, Chloé. Elle m'a fusillé du regard. Ce n'est pas la question. Tu es mariée maintenant. Tu n'as même pas besoin de la voiture. Ethan en a une. J'en ai besoin parce qu'elle est à moi, ai-je dit calmement. Tu es égoïste. J'ai presque ri. Égoïste? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Elle a tressailli mais s'est vite reprise. Tu as toujours aimé jouer les martyrs. Peut-être que ça te plaît de me faire passer pour une mauvaise personne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ai-je dit, la voix maintenant stable. C'est une question de limite. Quelque chose que tu n'as jamais respecté. Ses yeux ont brillé. Papa a pensé à prendre des petits boulots pour m'aider à acheter une voiture. Son dos ne peut pas le supporter, mais il est prêt à le faire parce qu'il se soucie vraiment. Je n'arrive pas à croire que tu ne le fasses pas. Je l'ai regardé, incrédule. Tu me blâmes parce que papa veut prendre une autre mauvaise décision? Parce que tu l'y as forcé, a-t-elle rétorqué. Pendant une seconde, j'ai vu la fille qu'elle avait été, gâtée, intouchable, terrifiée par la responsabilité. Et j'ai réalisé qu'elle ne grandirait peut-être jamais, parce que personne ne l'y avait jamais forcée. Chloé, ai-je dit doucement, tu as passé ta vie à penser que l'amour signifiait que les autres règlent tes erreurs. Ce n'est pas le cas. Elle est devenue silencieuse, les lèvres tremblantes. Puis elle a ri amèrement. Waouh! Il t'a vraiment changé. Ethan ne m'a pas changé, ai-je dit. Il m'a juste rappelé que je valais la peine de changer. Son expression a vacillé. Elle a attrapé son sac à main, la voix tremblante. Maman avait raison. Tu n'es plus la même personne. Non, ai-je dit doucement. Je ne le suis pas. Elle s'est retournée et est partie sans un mot de plus. La porte s'est refermée et j'ai expiré lentement. Le silence qui a suivi n'était pas paisible cette fois. Il était lourd. Mais il était à moi.
Ce soir-là, Ethan m'a trouvé assise près de la fenêtre, regardant les lampadaires vaciller. Journée difficile, demanda-t-il en s'agenouillant à côté de moi. Chloé est passée. Il a soupiré. Laisse-moi deviner. Une autre séance de culpabilisation. Quelque chose comme ça. J'ai souri faiblement. Mais je pense que je m'en suis bien sorti. Il a écarté une mèche de cheveux de mon visage. Je suis fier de toi. Pourquoi? Parce que tu as enfin arrêté de les laisser écrire ton histoire. Je l'ai regardé longuement, puis je me suis blotti contre sa poitrine. C'est étrange, ai-je murmuré. C'est si calme maintenant. Je ne sais pas quoi en faire. Profitant, a-t-il chuchoté. Tu l'as mérité. Cette nuit-là, en m'endormant, j'ai pensé à quel point le silence pouvait sonner différemment. Pendant des années, il avait été une punition. Le traitement silencieux, le rappel que j'avais déçu les attentes de quelqu'un. Maintenant, c'était autre chose. Un bouclier, un sanctuaire. Il m'avait appris que le silence était la honte. Mais ce silence, rempli de paix, ressemblait à une vengeance. C'était un jeudi matin tranquille quand l'appel est arrivé. La voix de papa, chaleureuse mais hésitante, crépitait à travers la ligne. Emma, nous organisons un petit dîner pour mon anniversaire la semaine prochaine. Juste la famille. Cela signifierait beaucoup si tu venais. J'ai hésité. 6 mois s'étaient écoulés depuis le mariage et les retombées qui avaient suivi. 6 mois de silence, rompus seulement par un texto passif-agressif occasionnel de maman ou la rencontre accidentelle avec Chloé sur les réseaux sociaux. Une partie de moi voulait dire non, pour protéger la paix pour laquelle j'avais si durement lutté. Mais une autre partie, celle qui aspirait encore à la connexion, murmurait que peut-être les choses pourraient enfin être civilisées. D'accord, ai-je dit tranquillement. Nous serons là. Ethan a levé les yeux de son ordinateur portable quand je lui ai dit. Tu es sûr, demanda-t-il gentiment. Tu ne leur dois rien. Je sais, ai-je dit. Mais c'est l'anniversaire de papa. Je veux juste voir si ça peut être différent. Il n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête, serrant ma main. Alors nous irons ensemble. Le soir du dîner, je me suis habillé simplement, chemisier crème, jupe bleu marine, rien qui ne crie, regardez-moi. Je ne voulais pas que cela ressemble à une confrontation. Ethan a conduit pendant que je regardais par la fenêtre, répétant une conversation polie dans ma tête. Quand nous nous sommes garés devant le restaurant, je les ai aperçus à travers la fenêtre. Maman arrangeant les couverts, Chloé parlant déjà avec animation à quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Respire profondément, dit doucement Ethan en garant la voiture. À l'intérieur, l'air sentait le basilic et le vin. Emma. Papa s'est levé pour me serrer dans ses bras. Il avait l'air plus vieux, fatigué, mais heureux de me voir. Pendant un bref instant, je me suis senti de nouveau comme une enfant. Joyeux anniversaire, papa, ai-je dit en lui tendant une petite boîte emballée. Rien de grand, juste quelque chose pour ton jardin. Il a souri sincèrement. Tu t'es souvenu. Nous nous sommes assis. La table était dressée pour 7. Ethan et moi avons pris place en face de mes parents. La chaise vide à côté de Chloé me mettait mal à l'aise. Quelqu'un d'autre vient, ai-je demandé légèrement. Chloé a souri largement. Mon petit ami, Trevor. Il est juste en train de garer la voiture. Bien sûr, elle avait un nouveau petit ami. Et bien sûr, il serait à un dîner de famille qui était censé être juste la famille. J'ai pris une longue gorgée d'eau. À ma grande surprise, la première heure s'est bien passée. Maman était polie, même amicale. Papa m'a posé des questions sur mon travail, si intéressant sincèrement. Je me suis surprise à rire à l'une de ses blagues, comme je le faisais avant que tout ne devienne une transaction. Quand Trevor est finalement arrivé, un grand homme en costume cher, il a serré fermement la main d'Ethan et s'est présenté. Finance, a-t-il dit presque immédiatement. Chloé me dit que tu travailles dans la tech. Ethan a hoché la tête en souriant. Consultant pour des startups vertes. Intéressant, a dit Trevor en jetant un coup d'œil à sa Rolex. Donc vous deux êtes un peu des opposés, hein? L'un sauve la planète, l'autre sauve l'argent. Chloé a ri comme s'il avait dit quelque chose d'intelligent. J'ai forcé un sourire poli,
mais Ethan a croisé mon regard, amusé. On dirait bien, dit-il facilement. Le dîner a été servi, pâtes, vin, conversation douce. Pendant un moment, cela semblait presque normal. Mais le normal ne durait jamais longtemps dans ma famille. Alors, a dit Chloé en coupant dans sa nourriture, comment va la BMW? Je me suis figé au milieu d'une bouchée. Son ton était trop désinvolte. Elle est géniale, ai-je dit après une pause. Elle roule magnifiquement. Elle a souri avec suffisance. Ça doit être sympa. J'ai dû vendre ma vieille voiture après que le moteur ait lâché. Prendre le bus a été une leçon d'humilité. Maman a soupiré de manière dramatique. On lui a dit que tu pourrais peut-être aider, mais elle a dit de ne pas s'attendre à des miracles. La fourchette d'Ethan a cliqueté contre son assiette. Peut-être parce qu'elle n'est pas une faiseuse de miracles, dit-il d'un ton neutre. La table est devenue silencieuse. Maman s'est reprise la première, forçant un rire. On plaisante, c'est tout. Pas besoin d'être sur la défensive. Ethan a souri finement. Pas sur la défensive. Juste factuel. Chloé a levé les yeux au ciel. Tu n'as pas à la protéger, Ethan. Elle est parfaitement capable de prendre soin d'elle-même. Elle l'a toujours été. C'est ça, le problème. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu agis comme si le monde te devait quelque chose pour avoir été responsable, a dit Chloé, sa voix montant légèrement. Mais personne ne t'a demandé de jouer les sauveuses. Papa a éclairci sa gorge. D'accord, non, laissez-la parler, a dit Ethan tranquillement. J'aimerais entendre ça. Chloé s'est penchée en avant, ses yeux brillant de la même défiance que j'admirais quand nous étions enfants. Tu penses que tu es meilleur que nous parce que tu as enfin dit non. Parce que tu as un mari qui te défend? Scoop, Emma, tu ne t'es pas sacrifiée par amour. Tu l'as fait pour te sentir supérieur. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Pendant un moment, je n'ai pas pu respirer. J'ai cherché du soutien du côté de maman, mais elle était silencieuse, fixant son assiette. Ethan a pris ma main sous la table, me ramenant à la réalité. Ce n'est pas vrai, dit-il doucement mais fermement. Elle vous a tous soutenus parce que vous en aviez besoin. Parce qu'elle vous aimait. Et au lieu de gratitude, vous lui avez donné de la culpabilité. Papa a claqué sa fourchette. Tu n'as pas le droit de nous parler comme ça. Ethan a rencontré son regard, impassible. Peut-être que quelqu'un devrait. Maman a halté. Comment osez-vous? Non, a dit Ethan en élevant légèrement la voix. Comment osez-vous, vous? Vous avez pris d'elle pendant des années, et quand elle a finalement demandé quelque chose pour elle-même, vous l'avez traitée d'égoïste. L'air dans la pièce s'est épaissi, lourd et électrique. Le visage de Chloé est devenu rouge. Tu ne sais rien de cette famille. J'en sais assez, a dit Ethan. Je sais que chaque histoire qu'Emma m'a racontée se termine de la même manière, elle donne, et vous prenez. Arrêtez, ai chuchoté, la voix brisée. S'il vous plaît. Il s'est tourné vers moi, les yeux s'adoucissant instantanément. Tu n'as plus à les protéger. Je me suis levé, le cœur battant. Il a raison. Tout le monde m'a regardé. J'en ai assez de prétendre que c'est normal, ai-je dit, la voix tremblante. J'ai payé vos factures, les frais de scolarité de Chloé, la thérapie de papa, les médicaments de maman, parce que je voulais aider. Pas parce que je le devais. Mais ce n'était jamais assez, n'est-ce pas? Vous m'avez appelé fiable, pragmatique, forte, tous ces mots qui sonnent comme des compliments mais qui signifient en réalité utile. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Emma, ce n'est pas juste. Non, ce qui n'est pas juste, c'est de m'entendre dire que je ne mérite pas mon propre cadeau de mariage parce que Chloé en a eu plus besoin. Ce qui n'est pas juste, c'est de passer une décennie à essayer de prouver que je vaux quelque chose au-delà de ce que je peux fournir. Papa a repoussé sa chaise, la voix montant. Nous t'avons mieux élevé que ça. Vraiment, ai-je demandé doucement. Parce que tout ce que vous m'avez appris, c'est que l'amour signifiait le sacrifice, et le silence signifiait le respect. Pendant un moment, personne n'a parlé. Même le bourdonnement du restaurant s'est estompé. Puis Chloé s'est levée, tremblante. Tu es incroyable. Elle s'est tournée vers Trevor, attrapant son sac à main.
Allons-y. Chloé, a dit papa d'un ton d'avertissement. Mais elle sortait déjà. Maman s'est levée aussi, mais j'ai levé la main. Ne faites rien. Ma voix était stable maintenant, Claire. Si vous voulez avoir une relation avec moi, elle devra être construite sur le respect, pas sur la culpabilité. Le respect, a répété maman. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Oui, ai-je dit. Parce que le respect ne se gagne pas en prenant. Il se gagne en écoutant. Ethan s'est levé et a pris ma main. Nous partons. Alors que nous nous dirigions vers la porte, j'ai entendu la voix de papa, plus douce cette fois. Ne le laisse pas te monter contre nous. Je me suis retourné, croisant son regard. Vous l'avez fait tout seul. Dehors, l'air était frais et pur, un soulagement après la chaleur lourde de l'intérieur. Ethan a ouvert la portière de la voiture et, pendant un long moment, nous sommes restés assis en silence. Comment te sens-tu ? A-t-il finalement demandé. J'ai regardé par la fenêtre les reflets des lampadaires sur le trottoir mouillé. Libre, ai-je dit, me surprenant de la véracité de ce mot. Pour la première fois, je pense que je suis vraiment libre. Il a tendu la main, entrelaçant ses doigts avec les miens. Alors ça en valait la peine. J'ai hoché la tête, regardant le restaurant s'éloigner derrière nous alors que nous partions. Le passé était toujours là, assis à cette table, en colère et inachevé. Mais pas moi. J'avançais, 1 kilomètre à la fois, laissant derrière moi le poids de leurs attentes. 2 ans ont passé depuis cette nuit au restaurant, et parfois je me réveille encore en m'attendant à entendre mon téléphone vibrer avec une nouvelle demande, une nouvelle urgence. Mais c'est calme maintenant. Mes matinées commencent avec la lumière du soleil qui inonde la fenêtre de la cuisine, l'odeur du café et Ethan qui fredonne faux en nourrissant notre chien. La paix me semblait autrefois étrangère, presque inconfortable, comme le silence après une tempête. Maintenant, elle ressemble à la maison. Je n'aurais jamais imaginé qu'une vie aussi simple puisse me faire sentir si entière. Nous avons acheté une petite maison en périphérie de la ville, un cottage blanc avec un jardin qui déborde chaque printemps. J'ai planté des rosiers près du portail d'entrée, les mêmes qui fleurissaient près du lieu du mariage, seulement ceux-ci m'appartiennent. Les week-ends, je m'en occupe avec les mains pleines de terre et un cœur léger. Fini de courir pour réparer le désastre de quelqu'un d'autre, fini de m'excuser de vouloir me reposer. Après les retombées du mariage, j'ai cru que la culpabilité m'avalerait. Mais plus je vivais dans le calme, plus je réalisais à quel point mon identité avait été construite autour de leur chaos. Sans lui, je pouvais enfin voir qui j'étais. Je suis retourné à l'école, prenant des cours du soir après le travail, poursuivant le diplôme que j'avais abandonné une décennie plus tôt. Quand j'ai traversé cette scène avec mon diplôme, Ethan était au premier rang, applaudissant plus fort que n'importe qui. Ses parents m'ont organisé une fête de remise de diplôme, avec une bannière qui disait « Tu l'as fait, Emma ». C'était petit, imparfait et magnifique. Parfois, je pense encore à l'ancienne version de moi-même, la fille qui disait oui à tout, qui confondait l'épuisement avec l'amour. Je ne la déteste pas. Elle a fait ce qu'elle pensait devoir faire. Mais j'aimerais pouvoir lui dire que le sacrifice sans reconnaissance n'est pas noble, c'est de l'auto-effacement. 6 mois après l'obtention de mon diplôme, le téléphone a de nouveau sonné. C'était papa. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose dans ma poitrine m'a dit de le faire. Sa voix était plus douce que dans mon souvenir. Emma, a-t-il dit, je te dois des excuses. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. Tu n'es pas obligé, si, je le dois, a-t-il interrompu doucement. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu as dit cette nuit-là, à la façon dont nous t'avons traité, et tu avais raison. Je me suis affalé sur le canapé, les larmes montant. Ta mère et moi nous nous sommes tellement habitués à ce que tu résolves tout que nous avons oublié que tu n'étais pas censé être notre filet de sécurité. Tu étais censé être notre fille. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quelle accusation ne l'avait jamais fait. Papa, il a soupiré. Nous ne voulions pas te faire sentir petite, mais nous l'avons fait. Et je suis désolé, vraiment. Ce n'était pas parfait. Ça n'effaçait pas les années de déséquilibre. Mais c'était réel. Et pour la première fois, j'ai entendu sa voix sans le poids de l'obligation pesant sur ma poitrine. 1 mois plus tard, nous nous sommes retrouvés pour déjeuner dans un petit café du centre-ville. Maman était là aussi. Ses cheveux avaient grisonné davantage,
sa posture moins rigide. Elle a souri maladroitement en me voyant. « Tu as l'air bien, dit-elle. Plus heureuse. » « Je le suis, ai-je dit honnêtement. La conversation a été maladroite au début, remplie de banalités et de longs silences. Mais ensuite, maman a tendu la main sur la table, sa main tremblant légèrement. « J'ai été dure avec toi, dit-elle doucement. Je n'avais pas réalisé à quel point je jalousais ta force. Je pensais que si je te gardais près de moi, je pourrais te contrôler. Mais j'avais juste peur de te perdre. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai simplement hoché la tête. Parfois, le pardon n'a pas besoin de mots. Il a juste besoin de temps. » Quand nous sommes partis, elle m'a serré dans ses bras. Pas le genre rapide et obligatoire, mais quelque chose de plus long. « Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant, a-t-elle chuchoté. J'espère juste qu'elles peuvent être meilleures. Elles le sont déjà, ai-je dit. Les excuses de Chloé sont venues plus tard, par email, de toutes choses. Courtes, maladroites et pleines de fautes de frappe. Je sais que j'ai merdé. J'essaie de grandir. J'espère que tu vas bien. Je l'ai regardé longtemps avant de répondre, je vais bien. J'espère que toi aussi. Nous ne sommes pas proches maintenant, et peut-être que nous ne le serons jamais. Mais le ressentiment s'est estompé, remplacé par quelque chose de plus doux, l'acceptation. Parfois, l'amour ne consiste pas à tout recommencer. Il s'agit de laisser aller ce qui ne peut être réparé et de choisir la paix malgré tout. Un dimanche matin, je nettoyais le garage quand je l'ai revu. La BMW, couverte d'une légère couche de poussière, le même éclat argenté qu'elle avait ce jour-là. J'ai passé ma main le long du capot en souriant. Elle avait plus de 50 000 miles au compteur maintenant. Des miles de road trips, de courses, de trajets nocturnes quand j'avais besoin de me vider la tête. Cette voiture n'a jamais été juste un cadeau. C'était un tournant. Un symbole du moment où j'ai décidé que j'étais suffisante. Je me suis assise sur le siège du conducteur et j'ai tourné la clé. Le moteur a ronronné, stable et fort. Pendant des années, j'avais suivi le chemin des autres, suivi les instructions des autres. Mais cette fois, la route était à moi. Quand je regarde en arrière maintenant, je ne vois pas la vengeance comme je le faisais à l'époque. À l'époque, je pensais que la vengeance signifiait gagner, leur prouver qu'ils avaient tort. Mais la vraie vengeance, la vraie justice, c'est la paix. C'est savoir que vous ne devez plus à personne d'explication pour être heureux. La vie a continué. J'ai terminé mes études, construit une carrière que j'aime et trouvé une famille dans des endroits que je n'aurais jamais attendus. Des amis qui sont comme des frères et sœurs, des collègues qui applaudissent mes victoires, un mari qui me voit même quand j'oublie de me voir moi-même. Et bientôt, il y aura quelqu'un de nouveau à aimer. J'accouche à l'automne, notre premier enfant. Quand j'ai senti ce premier battement dans mon ventre, je me suis promis quelque chose, mon enfant ne grandira jamais en croyant que l'amour signifie porter le poids de tout le monde. Il apprendra que les limites ne sont pas des murs, ce sont des ponts qui empêchent l'amour de se noyer. Parfois, quand je suis assise dans le jardin, je pense au chemin que j'ai parcouru depuis ce jour de mariage. La fille qui pleurait dans sa robe parce que sa famille lui disait qu'elle ne méritait pas son propre cadeau semble appartenir à une autre vie. J'aimerais pouvoir lui dire qu'elle n'a jamais été égoïste de vouloir plus. Elle était juste assez courageuse pour arrêter d'être petite. Et si vous écoutez encore mon histoire, peut-être que vous comprenez ce sentiment. Peut-être avez-vous passé des années à être la personne fiable, celle qui répare tout, la force tranquille sur laquelle tout le monde compte mais que personne ne voit vraiment. J'espère que vous entendez ceci clairement, vous méritez plus que la survie. Vous méritez la joie. Parce que parfois, la forme de vengeance la plus puissante n'est pas la représailles. C'est la paix. C'est choisir de bien vivre, de rire plus fort et d'arrêter de demander la permission d'être heureux. Si vous avez déjà dû vous éloigner de personnes qui ne vous appréciaient pas, si vous avez déjà dû vous reconstruire à partir des morceaux qu'elles ont laissés derrière elles, racontez-moi votre histoire ci-dessous. J'adorerais savoir comment vous avez trouvé votre paix aussi. Et si mon histoire vous a parlé, restez un moment. Il y a d'autres histoires ici pour des cœurs comme les nôtres. Des histoires de courage, de guérison et de découverte de sa propre valeur. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je pense qu'il est temps de faire un tour en voiture. Le soleil se couche, la route est ouverte, et pour la première fois de ma vie, je ne regarde pas en arrière.